en Autriche. On fait la course et il pleut et je suis largué. Moi, j'ai des petites merdes par rapport aux équipes officielles, ce qu'on n'a pas les ronds. Franck me dit pourquoi tu t'arrêtes? Je dis parce que j'en ai ras le cul et je rentre à l'hôtel. Je t'ordonne de rester dans la voiture. Il dit non, je t'emmerde, moi je ne reste pas dans la voiture. Ma voiture, c'était une merde. Donc je dis à Ducaro, c'est impossible cette voiture, c'est une poubelle, je me tire parce qu'il faut trouver une solution. Et en 82, la saison elle est marquée par l'accident de Gilles. Terrible accident où Gilles Villeneuve perd la vie. Il était foudrage tout le week-end et il s'est tué connement. C'est des week-ends, il faut les oublier. D'un seul coup, tout arrive. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode Cool Room, votre podcast qui accueille les personnalités francophones du sport automobile. Aujourd'hui, on a le luxe d'accueillir un ancien pilote de Formule 1, 6 fois vainqueur de Grand Prix, Jacques Lafitte. Cette vidéo est aussi disponible sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et cette vidéo est réalisée en collaboration avec Odoo. Alors Odoo, vous connaissez sûrement, c'est un logiciel de gestion tout en un qui vous accompagne dans votre quotidien, que ce soit la facturation, la comptabilité. Odoo rassemble toutes les applications dont vous avez besoin pour développer une activité. Vous pouvez les ajouter au fur et à mesure de votre croissance. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur application Signature. Si vous avez déjà perdu du temps à imprimer, signer, scanner, renvoyer des documents, vous allez adorer. Vous pouvez personnaliser votre document en quelques clics. Il vous suffit de glisser les champs nécessaires, nom, date, email, signature, exactement où vous voulez, et vous décidez vous-même de l'ordre de signature. Vous l'envoyez et le tour est joué. La signature est ultra simple. Vous pouvez dessiner directement avec votre souris ou votre doigt, importer une signature numérisée ou simplement taper votre nom. Et surtout, ça marche sur n'importe quel appareil. Vous suivez en temps réel l'avancement de vos documents, donc en attente, signer, refuser, et vous avez des notifications automatiques pour ne rien manquer. Évidemment, tout est sécurisé et conforme aux normes légales, donc que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et le mieux dans tout ça, c'est que la première application avec Odoo est gratuite à vie, avec hébergement et support inclus. Puis pour seulement 19,90 € par mois, vous débloquez l'accès à l'ensemble des applications et vous avez littéralement un outil complet pour gérer toute votre entreprise au même endroit. Si vous voulez gagner du temps et simplifier votre gestion, rendez-vous sur odoo.com, le lien est dans la description. Merci à eux de nous soutenir pour la réalisation de cet épisode. Juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, vous allez voir qu'au début du tournage, Jacques était un petit peu stressé et vous allez voir qu'il va s'apaiser avec le temps. Je vous laisse tout de suite avec votre épisode Cool Room. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Cool Room, votre podcast où on découvre le parcours des personnalités francophones du sport automobile. Aujourd'hui, un épisode très particulier. On a la chance d'accueillir un ancien pilote de Formule 1, 6 fois vainqueur, Monsieur Jacques Lafitte. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va? Ça va comme les vieux. Comme des vieux. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. Ça me fait très plaisir. Je suis ravi. Ça me fait très plaisir de vous avoir. J'ai grandi avec votre voix forcément sur TF1. Plein de gens, je pense, qui vont regarder cet épisode ne vous connaissent pas. Vous êtes un ancien pilote de Formule 1, 6 fois vainqueur. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre carrière? Comment vous vous présenteriez aujourd'hui aux plus jeunes? Aux plus jeunes, je leur dirais que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai démarré la course automobile à 25 ans, sans jamais avoir rien fait avant, et que j'ai en 65 ans plus tard, j'étais en Formule 1. Donc c'est un parcours atypique. Mes parents n'avaient pas de voiture. Moi, je n'avais pas de voiture non plus. J'ai eu ma première voiture à 21 ans. En fait, j'étais assez sportif. Je faisais beaucoup de ski, beaucoup de tennis et tout ça. Et ensuite de ça, il y a quelqu'un qui m'a vu à la Plagne en train de skier, qui a dit « Pourquoi Jacques ne fait pas de la voiture ?» Parce que Jacques n'a pas d'argent. « Ah bon, moi j'en ai un peu, je vais l'aider. » J'ai fait le violoncelle et j'ai gagné une voiture. Alors, vous avez fait de la Formule 1, mais vous n'avez pas fait que ça. Ah non, vous avez fait 24 heures du Mans, DTM. J'ai tout fait. Est-ce que pilote de Formule 1 ça va ou pilote sport automobile c'est plus adapté? Je pense que pilote sport automobile. Pilote sport automobile? Ouais, je pense, oui. Comme vous le disiez, donc vous n'étiez pas de base prédestiné à faire du sport automobile. Non, pas du tout. Je faisais de la pêche. Ok. Mes parents n'avaient pas de voiture, donc j'ai pas été élevé dans la voiture. On partait en train en vacances ou avec une camionnette. Moi, ce qui m'a le plus aidé pour arriver en forme dans la course automobile, c'est Jean-Pierre Jabouille, avec qui j'étais très copain depuis l'âge de 14 ans. Et je le suivais sur les courses et tout doucement, les gens m'ont vu et à force de me voir, j'ai fait mon volant et je savais à peu près tout faire sur une voiture. Comment vous avez rencontré Jean-Pierre Jabouille? Je l'ai rencontré à la patinoire. À la patinoire? Comment ça? Parce que Jean-Pierre était champion de France. Il faisait le championnat de France de patinage sur 100 mètres. C'était le rendez-vous à l'époque de tous les jeunes gens. On se rencontrait, les filles, les garçons, donc c'était super. Vous étiez jeune, du coup 14 ans, donc vous étiez encore à l'école?
Oui, façon de parler. Alors, à l'école, qu'est-ce que, du coup, si la Formule 1 n'était pas de base un objectif, quand vous étiez jeune, vous vouliez faire quoi en étant plus grand? J'attendais de trouver ce que j'avais à faire. Et j'ai eu de la chance de découvrir la Formule 1 à 25 ans, quoi. C'est un miracle. Alors, vous avez parlé d'une anecdote au ski, c'est ça? Ouais. Où du coup, on vous a proposé, donc après un baquet, c'est quoi cette histoire de ski? C'était Jean-Pierre Jabouille, je faisais les 24 heures du Mans sur une petite voiture, la Marcos. Et donc, le propriétaire de cette écurie, M. Giraud, c'était 2 frères. Et je leur rendais service au Mans. Comme Jean-Pierre courait, moi, je le suivais. Je faisais le grouillot, c'est-à-dire j'allais chercher les sandwichs. J'ai aidé le mieux que je peux. Et Jean-Pierre, c'est ce garçon-là, cet homme-là, qui m'a vu à la Plagne, et qui a dit, ça, c'est bizarre, Jacques skie vachement bien, il devrait faire de la voiture. Et la réponse était, il ne peut pas, il n'a pas d'argent. C'est quoi le lien entre le ski et la voiture, du coup? Le ski, à l'époque, en 68, Jean-Claude Killy était champion olympique sur les 3 disciplines. Mhm. Et on commençait à faire le parallèle entre les pilotes automobiles, les trajectoires des pilotes automobiles et les trajectoires des skieurs dans la descente. Et donc, on disait, tiens, Killy commençait à faire des courses avec Ford France. Et c'est tout ça qui a amené ce monsieur Giraud, donc Hubert Giraud, qui me sponsorisait, à me prévoir de me faire une voiture et de faire l'école de pilotage. Et bon, je lui ai dit, OK, je vais faire l'école de pilotage. Et heureusement pour moi, j'ai gagné une voiture. Jabouille, du coup, c'était un petit peu votre grand frère, votre mentor. C'est lui qui m'a aidé le plus, évidemment. S'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu démarrer. Ensuite de ça, on s'est marié avec les 2 sœurs. Et on a suivi notre carrière. Formule 3, Formule 2, F1, Proto. On a tout fait à peu près ensemble. Vous avez tout fait ensemble. J'étais un peu en avance sur lui. Ok. Même en sport automobile, vous aviez quelques catégories d'avance, du coup? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des succès en Formule 1 avant lui. Il en a eu lui aussi, bien sûr. Et pareil en Formule 2. En Proto, j'ai conduit pour Renault. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai noté à l'époque que vous aviez commencé le sport automobile en tant que mécanicien. Oui, en fait, j'étais pas mécanicien. Je suivais Jean-Pierre Jabouille et je faisais la mécanique de sa voiture. Je l'aidais sur la Coupe R8 Gordini, après en Formule 3. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis devenu mécanicien. Et c'est comme ça que vous avez un petit peu, du coup, découvert le sport automobile? Oui, c'est surtout grâce à ça que j'ai pu faire des courses sans un mécano pour m'aider. Je faisais tout le boulot moi-même. Donc, c'était beaucoup grâce aux habitudes que j'avais prises avec Jean-Pierre Jabouille de régler sa voiture. C'était un gars très méticuleux. Il faut bien serrer, il faut mettre les roues, la voiture soit propre, les réglages. Il me faisait chier avec les réglages. mais c'était un très bon technicien. À l'époque, pour être pilote, il fallait quand même... Aujourd'hui, quand on regarde, les pilotes sont un petit peu moins sur le côté technique. Vous, à votre époque, il fallait connaître la mécanique, non? Pour faire ce que j'ai fait en Formule Renault, F3 et F2, après je suis rentré chez Ligier en Formule 1, où là, vous n'avez plus rien à faire. Parce que vous avez des ingénieurs qui sont plus malins que vous. Quand vous demandez un truc, on vous dit non, c'est pas juste. Alors vous dites, bon, OK, c'est très, très chiant. Du coup, vous avez commencé avec donc Jean-Pierre Jabouille sur justement donc, cette coupe Renault 8 Gordini. Et vous avez fait quelques écoles de pilotage. Vous avez parlé du volant Elf. Non, j'ai fait le volant Shell. Volant Shell, pardon. Le volant Shell, à l'époque, qu'est-ce que c'était? C'était 200 élèves. On en sélectionnait 7 pour faire la finale. OK. À travers la France? Oui, bien sûr. Vous pouvez venir de partout. C'était à Manicourt, OK. Où il y avait une école de pilotage qui s'appelle Winfield. Et donc, moi, j'ai fait cette école et ça a marché bien. J'ai fini 2e, très près de Jean-Luc Salomon. OK, oui. Et puis, les gars m'ont proposé de faire 6 courses de Formule 3, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Et j'ai débuté comme ça la course automobile. Donc, c'est là que vraiment vous avez découvert le pilotage, parce qu'avant, vous ne pilotiez pas, du coup. Je vais vous raconter une anecdote qui était assez amusante. À cette école, on a fait les premiers tours de roue de l'école avec des Lotus anciennes, avec des grands espaces à l'intérieur. Et on a eu pour la finale une Martini, petite monoplace de Tico Martini. Et je suis monté dedans avec des Clark. Vous voyez ce que c'est, les Clark de l'époque? C'est des voitures très larges. Et je me suis rendu compte dans la voiture que quand je freinais, je ne comprenais pas pourquoi la voiture continuait d'avancer. En fait, en faisant le talon pointe, je freinais et j'accélérais en même temps. Je disais, là, je vais sortir. Donc, je braquais très, très, très tôt. La voiture se mettait un peu en dérive. J'accélérais et tous les gens disaient, qu'est-ce qu'il attaque, Lafitte? En fait, c'est mon pied qui se gourait. C'était pas voulu. C'était pas voulu.
Du coup, ça vous a permis de finir deuxième, c'est ça, Ouais, absolument. ce championnat. Oui. Et ça vous a permis de passer ensuite J'ai fait de la Formule Renault. Formule Renault. J'avais un petit camion, ma voiture dedans, avec mon chien, et je me promenais, mes cannes à pêche. La pêche, c'est vraiment une passion à Oui, 100%? c'était d'abord une passion, bien avant la bagnole. Ok. Là, vous savez, quand vous n'avez pas de voiture, vos parents, on va à la pêche. On passe l'après-midi au On passe bord du plan l'après-midi au d'eau. bord de l'eau, voilà. Donc du coup, deuxième sur cette école de pilotage, c'était important à l'époque, je me rends pas compte parce qu'aujourd'hui, on a encore Winfield, etc. Pour vous, à l'époque, c'était important les écoles de pilotage? Ben, sans ça, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas accédé à la course automobile. Je crois que le coût de l'école, ça coûtait 3 000 francs de l'époque ou 3 500 francs. Ok. Ben, c'est une somme, mais pas si terrible que ça. Il y a beaucoup de pilotes de votre époque qui sont passés par ces écoles de pilotage? Presque tous. Tous? C'était Les un petit peu le cursus Les obligatoire. seuls qui ne sont pas passés à l'école, c'est les pilotes alpines, c'est Jabouille et Depaillé. Ok. Comment ils ont Tous fait les eux autres, mais ils sont arrivés en suivant Alpine, qui les a fait la promotion de Formule 3, Formule 2, Proto. Mais eux, ils n'avaient pas de problème. Ok. Formule 3, du coup, donc 6 courses, c'est ça? Ouais. Pour commencer, vous avez directement dit oui, c'était je veux faire du sport automobile, c'était lancer la carrière? C'est-à-dire, je voulais voir comment ça se passait. J'ai fait 2 fois 3e, Ok. donc j'ai dit, tiens, je vais continuer. J'ai un copain avec qui on a acheté une Formule Renault. Vous avez Donc, acheté une Formule oui. Renault à 2? À 2, oui. Enfin, moi, je n'ai rien payé, c'est Tico Martini qui a fait. Et mon copain, qui s'appelle Dominique Royer, il y avait 3 courses de sélection. Et quand lui en faisait une part, la sélection 1, moi j'étais dans la B. Et on avait dit, de toute façon, moi, je fais les 4 courses de sélection, m'a dit mon pote, puis le reste du temps, c'est à toi la voiture. Ok. J'étais qualifié. Je me suis qualifié, donc j'ai fait 4 courses où j'ai fait des résultats. Et j'étais qualifié pour aller à la fin de la saison, c'est-à-dire faire une quinzaine de courses, je crois. Mais alors, du coup, ma question, c'est à quel moment vous vous êtes dit, là, le sport automobile, c'est trop bien, je veux devenir pilote? À quel âge, à quelle période? Déjà, j'ai commencé tard. Je pense que quand j'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie en faisant de la course automobile, c'est en 72. Ok. 71, j'ai gagné 2 courses. En 72, j'étais devenu champion de France. Et là, j'ai commencé à gagner ma vie. Mais à l'époque, gagner sa vie, c'était pas des millions. Hein. C'était C'était beaucoup moins. beaucoup moins. Oui. Le sport automobile à l'époque, parce que moi, du coup, je suis encore jeune, j'ai 26 ans, donc je me rends pas compte, mais C'est un bon numéro, le 26. c'est C'est mon numéro de très Formule 1, juste. bravo. Exactement. Le sport automobile, c'était populaire à votre époque ou c'était quelque chose de Ben, niche? quand vous regardez les journaux de l'époque sur l'équipe, une course de Formule Renault qui est une petite formule, on était en dernière page de l'équipe quand on gagnait. Ok. Une page entière. Il y avait énormément de monde sur les circuits. Ah, c'est bien. Énormément. Ben, si vous voyez des courses du Mans de l'époque ou des épreuves comme Monaco ou le Grand Prix de France, vous avez 150 000, 200 000 personnes. Ah oui, quand À même. l'époque. C'est ouf. Ah oui, donc c'était vraiment, même si c'était de la Formule 3, parce qu'aujourd'hui, la Formule 3, c'est Ah, les sous-catégories de la Formule 1. Ouais, c'est-à-dire ça court en même temps que la Formule 1. C'est-à-dire vous êtes C'est ça. à l'abri d'avoir aucun résultat de sponsoring, puisque c'est un week-end de Formule 1, on parle plus de la F1 que de la Formule 3. À l'époque, c'était pas du tout lié à la Formule 1, Ah, rien c'était à un voir. autre championnat à Absolument. côté. Vous avez remporté du coup votre première course en Formule 3. Si je dis pas de bêtises, c'était Monaco. Oui, non, j'ai gagné avant. C'était quel circuit? En Formule 3, j'ai dû gagner 6 ou 7 courses. Ok. Début de la saison, je pense que c'est Nogaro, un truc. Ok, donc les circuits Mais français. ouais. Vous avez quand même gagné à Monaco. Ah oui, j'ai gagné à Monaco, oui. La victoire à Monaco, quand on En est fait, aussi jeune. on dit moi, j'étais pas jeune, j'étais déjà trop vieux pour faire de la Formule 1. Oui, mais oui. En gagnant à Monaco, on dit toujours, si vous gagnez le Grand Prix d'F3, l'année d'après, vous êtes en Formule 1. Ok. J'ai gagné en 73 et en 74, j'ai commencé la Formule 1. Exactement. Donc ça a été un déclic, ça vous a vraiment propulsé en Formule 1? Bah oui, je crois que oui, franchement, oui. C'était comment le. Monaco, c'est une course très importante. Il y a beaucoup de gens qui regardent, de sponsors, d'écuries. Donc c'est comme ça que Franck Williams m'a appelé en 74. J'ai gagné une course de Formule 2, deuxième course de la saison, devant Jabouille d'ailleurs. Bon, de le rappeler. Et là, Franck Williams m'a appelé pour me faire conduire en F1. J'ai hésité, puis finalement j'ai dit oui, et j'ai démarré au Nürburgring, sur le vieux circuit. Sur la Nordschleife. La Nordschleife, qui est un circuit magnifique. Et voilà. Et Comment ça se passe à l'époque à Monaco? Parce que c'est mythique, il y a le glamour, etc. D'un point de vue pilotage, comment vous l'avez vécu justement cette victoire? Conduire à Monaco une monoplace,
c'est magnifique parce que vous êtes, la circulation, c'est à 50 km/h et vous dévalez la piste à 250. Donc c'est jouissif, quoi. Je veux dire, c'est vachement agréable. Et puis, c'est agréable d'être en ville. On sent le bruit, l'ambiance, tous les gens autour. Donc, c'est important, ces courses-là. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance de la gagner. Est-ce que ça fait peur la première fois qu'on roule à Monaco les premiers tours? Peur, non. Je me suis pas planté. Je me suis planté en F1, par contre. Avec la Williams en 74. Oui, 74. J'ai tapé en haut de Sainte-Dévote, ce que j'avais fait en F3, c'était à fond. Ok. Mais en F1, c'était pas à fond. La Donc, F1 passait moins vite que la F3? Non, c'était pas à fond parce que c'était trop vite. Ah, justement. Ah oui, ok. On arrivait en haut de Sainte-Dévote à 200 à l'heure avec la F3, et là, on était à 240. Donc oui. Et j'ai essayé de passer à fond. Et, voilà, Petite erreur de pilotage. Ouais, Petit accident. Ouais. Vous avez dit, du coup, donc 74, on arrive déjà à la Formule 1. Vous aviez 29 ans. À l'époque, c'est pas si vieux pour arriver en Formule 1, si? Moi, quand j'ai discuté 2 ans après, avec Marlboro ou trucs comme ça, les gens disaient Jacques, il est quand même un peu vieux. À 29 ans? Ouais. Ok. Donc 74, vous arrivez chez Williams. Williams. Franck vous contacte. Comment ça se passe? Comment Franck Williams vient vous contacter? En fait, il savait que j'allais gagner en F3. Je venais de gagner en Formule 2 à Salzbourg. Et donc, il se disait, tiens, je vais essayer de faire... En plus, vous savez qu'en France, à l'époque, Elf, BP, il y avait beaucoup de sponsors. Et donc, les écuries anglaises en avaient moins. Et il y a beaucoup de pilotes français qui sont arrivés grâce à M. Guittière de chez Elf ou M. Cerneau de BP. Ça nous a permis d'avoir des essais à faire. Et comme on était bons, les mecs nous gardaient. Mais derrière, je pense que Guittière et Cerneau donnaient un peu d'argent. À l'époque, la F1, c'était... Parce que moi, je me rends pas compte. Moi, j'ai ce souvenir, cette image de la Formule 1 qui était très brute. Il n'y avait pas tant de sécurité. C'était pas très encadré. Est-ce qu'il y avait une grosse différence entre la Formule 3, par exemple, et la Formule 1 pour les championnats? Énorme. Énorme. Ah oui, une F1, c'est quand même 600 chevaux. Et une F3, c'est 180. Ah oui, donc ça n'avait rien à voir en termes de voiture. C'est ce qui se rapprochait le plus de la F1, c'est la Formule 2. Ok. Sur quoi vous avez roulé, on va y revenir après. Donc ça faisait Formule 3 qui étaient des petites monoplaces pour s'entraîner. Sympa, très sympa. Et Formule 1, c'était vraiment les monstres de puissance, quoi. Quand j'ai débuté au Nürburgring, c'est en 74, j'avais tellement forcé pour essayer d'aller le plus vite possible que le soir, avant de me mettre à table, je voulais manger. Je faisais ça, j'avais les mâchoires qui avaient du mal à s'ouvrir. À force de l'effort. Tellement j'avais forcé. Incroyable. J'avais fait le tour pour apprendre le circuit avec Pescarolo. Et il me disait, là, tu vois, là, c'est à fond. Tu dois viser l'arbre à gauche et la pelouse à droite, je ne sais plus quoi. Et là, tu peux rester à fond. Alors, à un moment donné, je dis, je vais le faire, mais j'avais... Ça va être terrifiant. C'était pas terrifiant, mais pourvu que ça passe. Surtout que la Nordschleife, du coup, comme premier circuit, c'est vraiment l'enfer vert. C'est un circuit super difficile. J'ai abandonné au 2e ou 3e tour, je crois. Il y avait combien de tours à l'époque sur cette... Je pense 7 tours ou 8 tours. 7 tours, 8 tours. Comment on l'apprend, ce circuit? Parce que vous n'aviez pas, vous, les simulateurs, comme aujourd'hui ils ont. On le faisait à pied ou en vélo. Oh, ça devait être long. Très long. Ou alors, on faisait plusieurs fois le tour avec sa propre voiture. Ah, vous pouviez accéder avec votre voiture? Oui, à l'époque, oui. Incroyable. Mais toujours maintenant aussi. Ok. En payant oui, en faisant les track day, du coup. Voilà, exactement. Ok, donc du coup, vous appreniez un petit peu les circuits, les vibreurs, etc. On apprenait beaucoup de choses. À l'époque, c'était comment entre pilotes? Parce qu'il y avait combien de pilotes sur une grille dans les années 70? À mon époque, en 74, il devait y avoir 30 voitures. 30 voitures? Et à une époque, il y en avait 36, 38. Il y avait des sélections le jeudi pour faire les essais le vendredi officiel. Et il y en a qui, du coup, n'étaient pas sélectionnés, pas sélectionnés, exactement. Et ne pouvaient pas rouler, du coup. Ils ne pouvaient pas rouler. Sur les 30 pilotes, quand vous êtes arrivé, vous aviez des amis, des personnes avec qui vous vous êtes greffé directement dans le paddock? En fait, quand je suis arrivé en F1, il y avait quand même pas mal de pilotes français. Enfin, pas mal. Il y avait quelques pilotes français. Je connaissais bien Beltoise, Depailler. Il y a eu plein de mecs en 74. Il y a beaucoup de gens qui ont couru. Beaucoup d'écuries anglaises avec des petits budgets demandaient à des Français avec l'espoir que ça marche et qu'un sponsor français vienne les soutenir, quoi. À cette époque, du coup, donc, il y avait plein de pilotes français. Comment vous l'expliquez? Parce qu'aujourd'hui, on a 3 pilotes. On a Pierre, Esteban et Isaac. À l'époque, vous étiez beaucoup plus nombreux dans les années 70 et 80. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était une question de sponsoring. Elf dépensait beaucoup d'argent dans l'automobile, et donc et d'autres sociétés françaises d'ailleurs, Antar et tout ça. Donc ça
Ça a aidé beaucoup à promouvoir les pilotes français. Puis, à l'époque, quand vous sortiez de la route, la plupart du temps, vous étiez blessé. Oui. Et donc, on renouvelait. Le pilote n'est pas là. Ok. On en met un autre dedans. Donc, on avait Ça plus tournait plus souvent. Aujourd'hui, vous avez vu, il tape très fort, c'est incroyable. Et tant mieux. Mais il n'y a pas d'accident grave. Et s'il y avait un accident grave, ça donnerait la place. Nous, c'était un peu ça. Il y avait un mort, on disait, tiens, on va prendre la place du mec. 1974, du coup, donc, vous signez pour Frank Williams. Oui. Comment vous le vivez? Parce que de base, vous l'avez dit, c'était pas votre objectif d'être pilote de Formule 1. Et ben non, mais je me suis dit, je vais essayer. J'ai fait un essai à Goodwood. L'autre pilote, c'était Arturo Merzario. Et j'avais dit à Franck, moi, je veux bien faire, je signe, mais avant, je vais faire un essai avec Merzario avec les mêmes pneus. Et je ne sais pas combien j'ai fini, mais j'étais très proche de lui. J'ai dit, après tout, c'est la première fois que je fais ça. J'ai dit, OK, je le fais. Les négociations avec Sir Frank Williams, elles étaient comment? Elles étaient simples. J'étais pas payé. Oh. Donc, on n'avait pas de contrat. C'est encore mieux. Quoi? J'ai couru en Comment ça? 74 en F1. J'ai pas touché d'argent. J'ai eu, je crois, 20 000 balles ou 20 de Marlboro pour mettre Marlboro sur mon casque. Ok. En 75. J'avais trouvé un autre sponsor en Ambrosium. Et en 75, j'étais toujours pas payé par Franck. Donc, c'est les sponsors qui payaient et Franck des zéros. Et moi, il me donnait zéro. Et le C'est pauvre, fou. il n'avait pas beaucoup d'argent pour faire courir ses voitures. Donc moi, je respectais ça. Puis je le respectais parce qu'il m'avait donné la chance de faire de la Formule 1. Mais vous étiez sûr de finir la saison avec Williams Ah quand oui, même? bien sûr, oui. Ok, même s'il n'y avait pas de contrat et d'argent. En 75, je vais vous raconter une chose marrante. C'est à Zellweg, en Autriche, on fait la course et il pleut. Et je suis largué. Moi, j'ai des pneus de merde par rapport aux équipes officielles, parce qu'on n'a pas les ronds. Et donc, je m'arrête. Et Franck me dit, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, parce que j'en ai ras le cul et je rentre à l'hôtel. Je t'ordonne de rester dans la voiture. Il dit, ben non, je t'emmerde, moi, je ne reste pas dans la voiture. Et donc, il m'a dit, bah, tu courras plus pour moi. Je lui ai dit, salut. J'avais la F2, le proto, donc c'était pas très grave. C'est terminé comme il m'a ça. rappelé, il m'a rappelé, j'étais en vacances chez un pote à Biarritz. Je suis rentré de la plage, il m'a dit, tiens, il y a Franck Williams qui t'a appelé. Donc, je l'ai appelé. Il m'a dit, écoute, je suis désolé, mais ça m'intéresserait quand même que tu viennes à Zandvoort. Je lui ai dit, il y a une condition, laquelle c'est d'abord que tu t'excuses. Excuse-toi, puis après, je suis réfléchi et je lui ai dit, maintenant que tu t'es excusé, je vais te dire autre chose. Si tu me parles encore comme tu m'as parlé l'autre fois sur la piste, je te mets un coup de poing dans la gueule. Les relations étaient parfaites. Oh, c'était honnête. C'était amusant, bah oui. À l'époque, c'était honnête. Et je l'aurais fait. C'est ça qui est honnête. C'est un monde qui est quand même très différent de l'époque. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut même pas imaginer une discussion comme ça. Aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à être pilote. Ok. Par rapport à toutes les contraintes que ça amène aujourd'hui, les réunions techniques qui n'arrêtent pas, les réunions avec les sponsors, avec les boîtes de vitesse, avec les pneus. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'avais une réunion 1 heure, et quand j'en avais marre, je me tirais. Ça se passait comment à l'époque? Parce que vous aviez les qualifications, la course, etc., comme aujourd'hui. Mais forcément, il n'y avait pas autant d'électronique, d'analyse. C'était comment un week-end de course pour Jacques Lafitte, sur un Grand Prix? C'est les réunions avant course à l'usine. Après ça, pas tout le temps, hein, de temps en temps. Et après, on est sur le circuit, on discute avec les ingénieurs, on fait une séance d'essai. À l'époque, on faisait plus d'essais. Comme il n'y avait pas les simulateurs, quand on allait sur un circuit, on avait fait des essais l'hiver ou un truc la plupart du temps. Donc, on connaissait bien nos voitures. On savait comment à peu près les régler. Ça se passait avec les ingénieurs, ça marchait ou ça ne marchait pas, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait aucune autre contrainte. Je veux dire, on ne disait pas demain, tu as une réunion, il faut se mettre au garde à vous en écoutant l'hymne national du pays où on était, enfin des conneries comme ça, quoi. C'était que du roulage. C'est quoi le circuit que vous avez le plus roulé en essai? Parce qu'à l'époque, vous pouviez faire des essais privés, du coup. C'est le Paul Ricard. Paul Ricard. C'est le circuit pour les pilotes français. Oui, parce que c'est au sud, il fait beau. La piste est très sûre. On peut sortir de la route sans trop se faire mal. Donc, c'était important à l'époque. Quand on allait en Argentine, au Brésil, on partait 1 semaine ou 15 jours en Argentine faire des essais. Ah ouais. On rentrait et on repartait pour le Grand Prix un mois ou 2 mois après. Ah oui, donc vous alliez à l'avance quand même tester la voiture. Oui, pas tous les circuits, certains circuits. Première course du coup à la Nordschleife, quels souvenirs vous en gardez? Eh bien que je suis qualifié 17e, je crois. Je ne me souviens plus. J'en garde le souvenir de cette mâchoire qui ne peut pas s'ouvrir le soir. Ça vous a marqué? Pour rester à fond à un endroit quand vous ne connaissez pas bien, avec une Williams qui, je dois dire, c'était pas la meilleure voiture du lot. C'était pas la voiture de... On n'avait pas toujours les bons pneus. Ok. Donc c'était compliqué de se battre. C'était important d'avoir les bons pneus à l'époque? Ah bah oui. C'était vraiment la guerre à l'époque. Ils donnaient les bons pneus, allaient aux écuries les premières.
Et les deuxième catégorie dont je faisais partie avec William, on avait des pneus de merde. Donc, pour rattraper les mecs du dessus, Impossible. c'est impossible, quoi. C'est injuste, en vrai, pour l'époque. Ça doit être frustrant en tant que pilote de ne pas avoir les bons pneus et de ne pas pouvoir se battre, non? Moi, je me battais quand même. Ouais, j'imagine. Mais du coup, vous auriez pu faire encore mieux. Il y a toujours quelqu'un avec qui se battre en voiture. C'est pas faux. Du coup, à la fin de la saison, comme vous l'avez dit, donc il y a eu cette petite histoire avec Frank Williams. C'est amusant. Au téléphone, honnête. Et du coup, on peut appeler ça une dispute, une embrouille, entre guillemets. C'est rien du tout. C'est rien du tout, mais... Ma femme était la marraine de son fils, enfin voilà. Ah bon? Oui, c'est amusant. C'est ouf, parce qu'à l'époque, entre Jabouille et Williams, vous étiez plus que collègues, vous étiez des amis, en fait, dans le paddock. Bah, évidemment. Vous étiez tous interconnectés via les... Jean-Pierre, très souvent, quand j'avais un problème avec ma voiture, quand il est arrivé en F1 plus tard que moi, à faire des courses, j'avais un problème, j'allais le voir, je dis, j'ai un petit problème de réglage, qu'est-ce que tu en penses? Comme il était très fin technicien et qu'il adorait ça, il me dit, regarde, tu dois faire ça et ça, donc je faisais ou je faisais pas, mais en tout cas, je prenais conseil chez lui tout le temps. Jabouille, c'était un meilleur pilote que vous ou pas? Non. Non, La question piège. C'était un super pilote, avec plus ou moins de réussite, que le problème après, c'est avoir de la réussite. Jean-Pierre, il a gagné la première course à Dijon en 79 avec le moteur turbo. C'était pas facile à faire. Il avait mis au point cette solution-là avec Renault. C'est compliqué. En 1976, du coup, vous avez rejoint Ligier, qui était une écurie française en plus. Ah oui. Guy Ligier. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé à signer pour cette équipe? Guy avait un contrat avec Beltoise, il y avait une seule voiture. Donc moi, j'étais faire une course en F2 au Japon. Et il m'a appelé 2 jours avant les essais. Il m'a dit, il faudrait que tu descendes au Ricard. Essayer la voiture. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de foutre au Ricard? J'adore l'honnêteté. J'ai pas de contrat. Il n'y a qu'une seule voiture. Beltoise a un contrat. Non, mais Beltoise n'a pas conduit cette année en F1 qu'en proto. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur la voiture. Alors, par gentillesse, que c'est quand même mon deuxième papa, Guy, je suis descendu en bagnole, vite fait, et j'ai commencé les essais, et j'ai vu tout de suite que Beltoise l'avait dans le baba, quoi. Vous vous rendez compte, en 75, je faisais la F2, la F1, l'Espoir Proto. C'est pas difficile d'aligner autant de catégories sur une saison? Bah non, quand on est en forme, non. Oui, c'est sûr, mais bon, il y avait moins de courses en Formule 1. Il y avait 15 ou 16 courses. Quand même, donc si ça fait un programme, une année quand même chargée. Je courais tous les week-ends presque. C'est fou, c'est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont le droit de rien faire à part conduire leur voiture. Max Verstappen a le droit de rouler sur la Nordschleife. Ce que j'expliquais l'autre jour à Margot, c'est que Verstappen, il n'a jamais vu le Nordschleife. Il a fait quelques tours en voiture avant, et il a gagné la course. Ça veut dire le talent du mec, quoi. Il est monstrueux. C'est monstrueux, exactement. Du coup, en 76, vous rejoignez Guy Ligier, écurie française. Et qu'est-ce que ça change par rapport à la période avec Williams dans les années précédentes? Déjà, je suis payé pour la première fois. Alléluia. Alléluia, 120 000 francs. C'est pas mal. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est mieux que rien. C'est 10 fois mieux que c'est 9 000 francs par mois. On pouvait acheter avec ça une Fiat 500 et manger un sandwich. C'est pas grand-chose du coup, en effet, non. C'était impeccable, je plaisante, mais ça change tout, quoi, quand vous êtes pilote dans une écurie française. Donc on défend la France, j'étais assez fier. J'imagine que du coup, même dans l'équipe, les journaux, il y a ce petit truc, le pilote français dans l'équipe française. Dans l'équipe bleue, car on a fait concurrence à l'équipe Renault très, très, très souvent. Et les gens préféraient se diriger vers Ligier que vers Renault à l'époque. Il y avait quoi de différent entre les deux? Moi, j'avais plus de réussite que les autres. Ça performait mieux. Voilà. À l'époque, du coup, donc la voiture était un peu meilleure que la Williams ou non? Elle était bien meilleure. Bien meilleure que la Williams. Oui, c'est une voiture qui avait été faite avec les ingénieurs de Matra. On avait un moteur Matra 12 cylindres qui était un excellent moteur, un peu moins puissant à bas régime que les moteurs Ford de l'époque, mais sur un ensemble de courses, on usait moins les pneus, on avait moins de couple, donc il y a plein d'avantages et aussi des inconvénients. Mais dans une équipe française, oui, c'était... Je me souviens qu'au mois de juillet, j'ai fait un article avec Johnny Rive en critiquant Ligier et tous les ingénieurs qui m'emmerdaient la vie. On ne pouvait pas discuter, ils avaient toujours raison. Et il m'a dit, je passe pas ça parce que tu vas être viré demain. Ben, je lui ai dit, fais-le, je m'en fous, il ne l'a pas fait. Vous n'avez pas été viré au moins? Et ouais, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé? J'aurais été ailleurs. Moi, je me pose une question, je ne me rends pas compte parce qu'à cette époque, les voitures, il y avait un règlement technique, mais vous pouviez tous modifier, vous aviez des moteurs, il y avait énormément de motoristes par exemple. Il y avait beaucoup de châssis différents. Il y avait beaucoup de châssis, etc. Comment la voiture, on faisait la différence, par exemple chez Ligier, quels étaient les points forts et les points faibles d'une Ligier par exemple?
les points forts, c'est qu'on avait un moteur assez fiable, on avait un très bon ingénieur, ce qui était important, du Carouge, qui était malin comme un singe. Et puis les inconvénients, c'est d'être une équipe française et d'être critiqué quand ça ne marche pas par rapport à Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Enfin, franchement, l'avantage de Ligier, c'était de bleu. C'était que ça se ressortait. D'avoir arrêté l'écurie française de Formule 1. C'était quoi les écuries de pointe de l'époque? Les écuries où on savait que là, c'était les équipes à battre, les meilleures équipes. McLaren, Lotus, Ferrari, bien sûr. J'en oublie d'autres, mais il y avait de la concurrence. Elles avaient quoi? Plus d'argent? D'abord, plus d'argent. En France, nous, on a... Tous les gens disent Guy Ligier. Moi, je peux vous dire une chose. Quand on a besoin de 100 000 francs, par exemple, c'est n'importe quoi, on vous en donnait 80. En disant, vous allez vous débrouiller. Et comme vous avez des employés dans la boîte, et que si vous ne trouvez pas le sponsor, même avec les 80, on arrive à vivre. Mais pour être devant tout le monde, c'est très compliqué. Parce que il faut plus. Il y a qu'un air, c'est l'argent, quoi. Il faut plus pour essayer de se développer derrière. Vous avez quand même fait 3 podiums avec Ligier sur cette saison. Zolder, Autriche et Monza. Vous avez pris une pole d'air à Monza. Oui, en 76, oui. Première pole position. C'était sympa, devant le V12 Ferrari. Incroyable. À domicile pour eux, en plus. Voilà. Ça devait être une petite satisfaction, j'imagine. Je me marrais. Il y avait une petite guéguerre. C'était qui les pilotes à l'époque avec qui soit vous vous entendiez bien, soit vous aviez une relation dans le paddock? Moi, j'avais une bonne relation avec, pour ainsi dire, tous les pilotes. Mais mes pilotes de l'époque, les plus copains, c'était Regazzoni, Jochen Mass, les pilotes français, évidemment. Jody Scheckter aussi, qui était un type formidable. Je dis franchement, il y avait... La mentalité des pilotes de l'époque était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il y a moins de concurrence hargneuse et tout ça. Donc les gens, c'était la bonne franquette, comme on dit. C'était les copains. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est une équipe de copains. Vous partiez des fois, je dis une bêtise peut-être, mais en vacances avec certains pilotes? En vacances, non. À part Prost, peut-être, à l'époque. Et avec Regazzoni et Mass, on louait des bateaux entre les Grands Prix, mais c'était entre nous. Oui, pour passer du bon temps. Pour passer du bon temps ensemble, entre deux courses. Cette époque, du coup, alors 75, c'est l'année suivante, mais il y a la rivalité Lauda-Hunt. Oui, avec le terrible accident de Niki. Oui. Comment elle était? Il y a eu un film il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, Rush, sur la rivalité, où on nous dit que justement c'était le duel de 76. C'est un peu romancé, mais c'est la réalité, c'était ça. Quand vous voyez James Hunt pieds nus dans la rue ou dans les paddocks, c'était comme ça, avec les cheveux longs, et vous voyez Lauda très discret, tout l'inverse de James Hunt. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès du film, c'est que ils étaient rivaux, mais pas à ce point-là. Il y avait un certain respect de l'autre. Il était comment, James Hunt, justement, à cette époque? C'était on le voit dans le film. Bon, le film, je pense que c'est abusé. On le voit fumer, moi, boire, je suis sorti plusieurs fois avec lui. Donc, ça veut dire ce que... Voilà. C'était un bon mec. Et Niki, de l'autre côté, c'était l'opposé. Oui, c'est l'opposé. Mec. Moi, j'adore Niki Lauda. J'ai adoré Niki Lauda. Vous entendiez bien avec lui? Oui, absolument. En plus, il a eu des jumeaux comme moi. Donc ça rapproche. Tout le monde se ressemblait dans le paddock à l'époque. C'était les points communs. C'est amusant. Ouais. Il était très perfectionniste, comme on le dit, Niki Lauda. Il était plus que perfectionniste. Il pensait à ça toute la journée. Ah ouais, omnibulé par la Formule 1. C'était formidable. Moi, je pensais aller jouer au golf l'après-midi. Mais bon, chacun son truc. C'est pas la même ambiance. C'est-à-dire, on cherche la motivation où on peut la trouver. Moi, je l'ai trouvée plus là que discuter avec les ingénieurs. Niki Lauda, c'était un peu à l'époque, c'était le pilote référence, non? Sur la grille? Oui, bien sûr. Puis il était chez Ferrari. Sur la même chose, Ferrari à l'époque, c'était ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Quand vous êtes pilote Ferrari, dans le monde entier, vous êtes adulé. Vous arrivez à l'aéroport, il y a des personnes qui vous attendent tout le temps. Même déjà à l'époque, c'était comme ça, sur les paddocks? Oui. Je suis curieux, mais il y avait beaucoup de monde sur les circuits à cette époque? Si vous voyez des images, si vous regardez les images de l'époque, vous verrez qu'il y a Brésil, Argentine, Allemagne, tout ça. Allemagne, on courait sur le le grand circuit. Du début jusqu'à la fin, il y avait des campeurs et des gens qui buvaient de la bière avec des canettes de bière qui étaient tout le tour du circuit. Puis c'était plus accessible. Vous étiez plus proche du public à cette époque? Oui, c'était encore un peu plus proche. Ça a vite changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai débuté, moi, je me souviens, on avait nos voitures dans l'herbe. Il n'y avait pas de motorhome, il n'y avait rien du tout. C'était sur le parking Ferrari, c'est le parking garé dans l'herbe avec des couvertures, enfin des bâches par terre. Quand j'ai débarqué au Nürburgring en 1974, j'ai dit ah, putain, c'est ça la F1. C'était quoi le circuit dans vos premières années, 74, 15 ou 16? C'était quoi le circuit qui vous plaisait le plus à rouler en tant que pilote?
C'était le Nürburgring, La Nordschleife, du coup. la Nordschleife, Pau, Pau, c'est vrai qu'on avait qui est le Grand Prix magnifique, de Pau. Pau. Et les circuits, de toute façon, j'ai gagné la plupart de mes courses, fait des bons résultats sur des circuits toujours très difficiles et très dangereux. Parce que vous aviez... Je sais, j'avais rien de spécial, mais ça marchait bien là. Je sais pas. En Autriche, ça a toujours bien marché. Pas toujours, quand j'ai fait des courses avec une Mégane, si je me souviens bien, avec ma fille. Plus compliqué. Plus compliqué. Pour revenir sur la saison 76, du coup, il y a le fameux accident de Niki Lauda à la Nordschleife. Comment ça s'est passé? Comment ça vous a marqué, justement, de 1, l'accident, et de 2, aussi son retour quelques semaines après? La première chose qui m'a marqué, c'est que j'étais derrière lui. Je me suis arrêté, on s'est tous arrêtés. On a remonté les voitures une par une. Moi, j'étais le dernier remonté. Et comme il était tard et qu'ils avaient peur qu'il fasse nuit, il fallait se dépêcher. Ils m'ont remonté à 200 à l'heure à tirer à la corde. Il s'est passé un truc sur la voiture, je ne sais pas quoi, qui n'a pas été alimenté par le moteur quand il tourne de l'huile. Ma voiture est tombée en panne. Je n'avais qu'une seule voiture. Alors que le moteur Matra marchait canon. Moi, je marchais très bien aussi sur ce circuit. Donc, j'ai d'abord pas fait la course. Ça m'avait pas mal agacé. Et puis Niki, c'était incroyable. Moi, je me souviens de lui, par exemple, un mois et demi à peine après l'accident, il était à Monza où j'avais fait la pole. Je ne me souviens pas avoir été le voir ou discuter, faire le curieux, quoi. Je veux dire, je suis tenu à l'écart de tout ça parce que ça me faisait chier de voir, ça m'ennuyait de voir un mec. Vous avez rendu compte, il était brûlé, il mettait son casque, c'était une horreur. Non, Ouais. le mec est courageux. Est-ce que ça vous a peut-être, vous vous êtes remis en question, l'envie de rouler en Formule 1? Parce que voir ce genre de scène, à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents, d'un côté. Mais ça fait peur quand même de voir ce genre d'accident. Peur, non, mais ça, à chaque fois qu'il y avait des accidents comme ça un peu graves ou des gens qui s'étaient tués malheureusement, quand on rentre le dimanche soir, le dimanche après-midi, on fait la course, donc on enlève ça. Et ça commence le lendemain matin, on se dit merde, j'ai perdu un mec que j'aimais bien, ou j'ai eu un accident, il y a eu un accident assez grave. Et ça motive. C'est-à-dire, moi, je me disais, pour pas ce qui m'arrive, ce qui arrive à Niki, il faut que je sois très concentré, que je prépare bien ma voiture. Et souvent, plutôt que passer 2 heures à l'usine à discuter, on y passe 3 ou 4 pour essayer de trouver des solutions. Parce que d'un seul coup, on se rend compte que merde, faut que je fasse gaffe quand même. C'est dangereux. Mais c'est pas pour ça que ça vous arrête. Mais je veux dire, on y pense obligatoirement, mais j'y pense pas avec un regret. J'y pense dans le sens où j'essayais de me concentrer plus, alors que j'étais pas du tout concentré à l'habitude. Quand il y avait des accidents graves et des morts, la semaine d'après, je me concentrais, j'appelais à l'usine où j'y allais pour voir ce qu'ils avaient fait avec la voiture, pour être sûr d'avoir ce que j'avais envie d'avoir. Pour revenir sur les accidents de l'époque, parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui vont regarder, perdre un pilote aujourd'hui, c'est traumatisant. On a eu Antoine, on a eu Jules, il y a eu Dilano il y a quelques années. Pour vous, c'était presque une banalité. Comment vous le viviez, les pilotes? Est-ce que c'était quelque chose que vous craigniez? Vous le saviez, le danger, je pense, à l'époque. On est très conscient du danger, mais vous savez, on dit toujours, moi, ça ne m'arrivera pas. C'était la mentalité de l'époque? Enfin, moi, c'est ma mentalité à moi. Ok. Moi, je vais faire gaffe, je suis plus malin que les autres. Je règle mieux ma voiture. Et c'est comme ça qu'on passe. C'est comme ça qu'on a un accident, comme j'ai eu, très grave. À l'époque, Jackie et Stewart avaient beaucoup travaillé justement sur la sécurité. C'est l'un des... On a tous travaillé, franchement, sincèrement. J'avais Jackie X et Stewart qui s'occupaient, c'est les anciens. Mais on a tous apporté nos. Moi, je faisais le soir, le jeudi soir, quand on arrive, je faisais le tour de la piste pour voir la sécurité, comment ils avaient mis les pneus, parce qu'à l'époque, on se protégeait avec des pneus, et on voulait faire déplacer des choses, c'était pas facile, mais on arrivait quand même un peu à se battre avec les organisateurs. Les organisateurs étaient quand même à l'écoute, justement, des pilotes? Très peu. Quand vous n'êtes pas dans Formule 1, vous ne pouvez pas vous rendre compte du danger. Quand vous êtes à Long Beach, où s'est planté mon ami Regazzoni, j'avais fait le tour de la piste, et il y avait une échappatoire au bout de la ligne droite de 300 km/h, 310, et j'avais vu que derrière, il n'y avait rien du tout. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas les pneus plus loin, puisque si on pète les freins ou un truc comme ça à 300, on ne va pas s'arrêter en 50 mètres. Donc, non, ça ne sert à rien. Et le lendemain, Regazzoni s'est mis là-dedans. Terrible. Terrible pour les pilotes. C'est affreux. Vous aviez eu des périodes de grève ou de Non, confrontation avec... C'est arrivé une fois à Calamy. On a fait la grève. Il y a ces images, on est dans un hôtel. Vous êtes tous ensemble. Le car nous attend Ouais. à l'entrée des stands pour nous emmener ailleurs. Et avec nos ingénieurs qui nous interdisent d'aller, on leur dit, si tu m'interdis, je t'en mets 2. Donc on va monter dans la... Pourquoi il y avait eu cette grève à l'époque? C'est une question
je crois que la fédération voulait contrôler nos gains. Alors, on a dit non, là, C'est notre argent, pas c'est touche. pas le vôtre, voilà. Pas touche. 77, première victoire en Formule 1. Sous la pluie. Ouais. En Non, il Suède. ne peut pas. Il pleuvait pas? Non. Ah, j'ai trouvé une victoire justement sous la pluie. En Suède, Sous la c'était. pluie, non, c'est au Canada en 80. Canada, 80. Bon, première victoire en Suède. Ça, au moins, En j'ai Suède, raison. c'est impeccable. Alors, en Suède, je vous raconte Impeccable. autre chose. J'écoute. Ma voiture, c'était une merde. Donc, je dis à On Ducaro, va j'écoute biper tout ça. samedi, je dis, c'est impossible, cette voiture. C'est une poubelle. Je me tire parce qu'il faut trouver une solution. Alors, il a été faire le pied de grue chez Goodyear pour voir le patron. Il dit, Jacques n'est pas content, il faut lui donner des pneus. Donc, je rentre à l'hôtel, je suis furieux. Je ressors parce que leur mère m'ennuie. Donc, je vais faire un tour dehors. Et je rencontre James Hunt et on boit des schnapps à 11h du soir avant d'aller se coucher, Avant le Grand Prix. avant le Grand Prix. Tout va bien. Tout va bien. Et le lendemain, je prends ma voiture au warm-up. Je dis, putain, qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture? Et elle marchait nickel. Nickel. Je suis parti 7e ou 13e, je ne sais plus. J'ai remonté tout le monde. Et j'ai gagné grâce à la... Andretti était devant, mais je crois, avec la Lotus, je ne crois pas que j'aurais pu le rattraper. Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Il a un problème électrique sur sa voiture. Il s'est arrêté au stand et est reparti. Donc, j'ai gagné la course. C'était quoi, les pneus ou c'était les verres avec James Laveille? Ah non, c'était les pneus. Première victoire, c'est quand même quelque chose. À cette époque, c'était génial. c'est la réalisation du rêve, enfin, la victoire. Vous savez, quand j'étais au Nürburgring, je ne vous ai pas raconté, mais quand j'ai fait deuxième, en 75, avec la Williams, qui n'était pas la meilleure voiture, loin de là, j'avais des pneus différents des autres. Et tout le monde a crevé, et moi, je n'ai pas crevé. Donc, chaque tour, je passais 6, pas mal, 5, 4, 3, 2, ah merde, 2, on s'arrête. Il en manquait un. C'était quoi qui était différent sur vos pneus des autres voitures? C'est des contrats avec les pneumatiques. Quand les bonnes équipes avaient des contrats, nous, on avait des pneus qu'on ne payait pas, mais ils ne donnaient pas ce qu'il y avait de mieux, malheureusement. Okay. Mais là, vous aviez eu sur ce week-end voilà. Un peu plus de chance. Et en Suède, donc je suis parti loin, j'ai remonté tout le monde, parce que ma voiture, c'est un avion de chasse. Un avion. Est-ce que cette victoire, elle avait un petit goût de revanche sur Frank Williams Non, pas du tout. Non, pas Franck, c'est toujours resté un ami. C'est lui qui m'a donné la possibilité de faire de la Formule 1, donc je respecte beaucoup ça. Non, cette victoire, c'est surtout formidable pour l'équipe. Malheureusement, Guy Ligier n'était pas là. Donc le soir, je suis rentré à Paris. On dit on va pas fêter ça parce que Guy n'est pas là. Puis finalement, on s'est soulevé la gueule. Première victoire, j'espère bien quand même qu'on a fêté ça. Toutes les victoires. Toutes les victoires ont été fêtées. Ah, oui. Alors, à cette époque, du coup, j'ai une anecdote et vous me dites si elle est juste. Il n'y avait pas eu la Marseillaise sur le podium. Absolument. Comment c'est possible? Personne ne pensait qu'un pilote français pouvait gagner des courses à cette époque-ci. Il y avait qui sur la grille avec vous en français? Depailler. Ouais. Jarrier, je crois. Ok. Beltoise roulait plus? Non, Beltoise roulait plus. Et je ne sais plus qui. Enfin, on n'était pas très nombreux. Vous étiez sous-estimé, du coup? Sous-estimé complet. Ah, c'est fou, quand même, de se dire qu'il n'y avait pas la Marseillaise pour... Et alors, moi, j'ai pas eu le culot, mais on aurait dû la chanter à cappella. Mais bon, j'avais Reutemann et Mas, je crois, de chaque côté. Bref. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. C'est le meilleur souvenir de votre carrière ou pas, cette victoire? Comment vous dire? La saison que j'ai préférée de ma carrière, c'est en 75 avec la Formule 2. Ok. C'est une voiture géniale que je mettais au point avec Tico Martini, donc c'était vraiment ma voiture. Et puis en F1, évidemment, la Suède, ça a été très très important pour l'équipe et pour moi, évidemment, bien sûr, parce que quand vous rentrez dans le cercle fermé des pilotes de Grand Prix, ça change un peu. Soi-disant, paraît-il, votre mentalité. Moi, je ne sais pas si ça l'a fait, j'en ai pas souvenir en tout cas. Et ouais, je me souviens, j'étais un peu en larmes dans la voiture ému, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. J'étais conscient aussi que j'avais gagné par l'abandon de... C'était pas ma première vraie victoire. C'était parce que Mario avait les problèmes au stand. Donc les victoires que j'ai le plus, qui m'ont marqué le plus, c'est Argentine et Brésil en 79 avec la Ligier, quand j'ai gagné les 2 premiers Grands Prix de l'année, avec le record du tour, la pole position, le complet. Une belle domination. Une vraie domination qui s'est éteinte un peu vite malheureusement, mais enfin bon, c'est pas grave. Ce que j'allais dire, 79, du coup, la Ligier est devenue beaucoup plus compétitive. Très compétitive. Très bon début de saison. Vous avez fini du coup 4e au championnat. Plein de podiums, donc les victoires, Brésil, Argentine. Est-ce qu'au début de la saison, quand on gagne les 2 courses, il n'y a pas un rêve de titre? On se dit pas, ça y est, c'est la bonne saison? Moi, j'étais sûr de gagner. Si, en attendant que mon équipier, c'est Patrick Depailler, qui était très rapide et qui m'aurait peut-être fait barrage, sûrement d'ailleurs. Mais oui, si je me disais, cette voiture, elle est incroyable. Et finalement, on a eu un problème de
d'aileron sous la voiture avec l'effet de sol. Mhm. On a découvert le problème au mois d'août. Trop tard. Pas trop tard, parce que Gérard Ducaro, je peux le dire, il n'est plus là. Têtu comme une mule, ne voulait pas dire non, moi, je ne change pas. Enfin bref. Et du coup, c'est le développement de la voiture qui a pêché pour la pêché, performance. on a remis en route la voiture rapide à Monza, au Mhm. mois de septembre, début septembre. Malheureusement, je revenais sur les deux Ferrari et j'allais les doubler parce que ma voiture était beaucoup plus rapide et j'ai cassé ma boîte de vitesse. Donc c'est 9 points en moins. Vous calculez les 9 points que j'ai perdus à Madrid alors que j'ai dominé tout le monde et de mon équipé de Payet ne me laissait pas passer. Donc j'étais un peu foudrage. Donc j'ai essayé une manœuvre dans la grande courbe de passer ma vitesse avant la sortie. Et au lieu de passer la 5, j'ai passé la 3. 500 mètres après, j'étais arrêté, moteur pété. Et je suis rentré. Je suis parti à l'aéroport tout de suite, alors que Patrick a gagné la course et que ça aurait été plus sympa que je le fasse. Vous n'êtes même pas resté jusqu'à la fin du week-end. J'étais foudrage. Donc 79, 80, 80, où vous étiez très performant. Comment a été votre relation avec les Français? Parce que Alain Prost, il a fait une série avec Canal+ récemment et il disait qu'il était très peu apprécié. Vous, la relation avec les Français, elle était comment à cette époque? Moi, elle était bonne. Franchement, j'avais pas de... Moi, j'ai eu tous les équipiers français. Hein. J'ai eu Jabouille, Depailler, Tambay, Pironi, Arnoux. C'est que des mecs très rapides. Hein. Je les ai tous connus, on s'aimait bien. C'est plus sympa d'être coéquipier qu'un Français? On s'en fout un peu. Hein, parce que le problème de la Formule 1 et de la course en général, c'est quand vous êtes deux dans une équipe, votre premier adversaire, c'est votre coéquipier. Donc, c'est lui qu'il faut taper. Moi, je me souviens de Payet, on bouffait vraiment souvent ensemble les années avant. Et quand on a été équipier dans la même équipe, on se voyait moins par respect parce que si tu as trop d'approche sentimentale avec un mec, ça peut peut-être me perturber. Ce que je pense, j'ai pas eu l'occasion de prouver ce que je vais vous dire, mais je pense que ça doit jouer un peu. Ça dérangeait après sur la Par piste? exemple, Jabouille, quand j'ai couru avec lui à Pau, je l'ai battu. Je l'ai passé, il était tellement écœureux qu'après, il ne voulait plus se battre. Quoi. Je l'ai passé un peu tangent, alors que c'était mon meilleur pote. C'était votre meilleur pote. À la belle époque. Bah ça nous faisait rire. C'est sympa. On en parlait après. J'essaie d'imaginer, mais aujourd'hui, de se dire qu'à l'époque, vous vous battiez entre copains, entre guillemets, c'est aussi un peu plus sympa que de se battre avec des gens, aujourd'hui, des internationaux, qui s'entendent très bien, mais bon. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Je veux dire que les pilotes... moi, je ne vis pas avec les pilotes de Formule 1. Margot pourrait vous rapprocher peut-être un peu plus. Mais ils sont tous ensemble. Je veux dire, je crois que les pilotes aujourd'hui ont la même mentalité que nous, si ce n'est qu'ils conduisent des voitures plus performantes. F1, c'est la plus belle voiture du monde en 79, 80. Et eux, c'est cette année. Donc, on conduit toujours la plus belle auto. En performance, on avait des voitures très sophistiquées par rapport à la normale, quoi. En 1982, si on avance un petit peu, donc 79, 80 et 80, ça se passe très très bien, avec les podiums, les victoires. Et en 82, la saison elle est marquée par l'accident de Gilles. Terrible accident où Gilles Villeneuve du coup perd la vie. Comment vous l'avez vécu là aussi, même si on sait que du coup c'était fréquent les accidents? Est-ce que déjà vous aviez une bonne relation avec Gilles Villeneuve? Complète. Il parlait très bien français. C'est un mec gentil comme tout, donc j'avais une très bonne relation avec lui. Et il s'est tué connement après la course d'Imola où ils sont en dispute avec Pironi. Il était foudrage tout le week-end. C'est dingue. C'est des week-ends, il faut les oublier, quoi, parce que d'un seul coup, tout arrive, quoi. Et lui, il s'est tué. C'est con comme... C'est complètement idiot, quoi. On montait, il n'y avait pas de visibilité. Il a plongé, il n'y avait aucun masse. Il a pris la roue, il est parti en tonneau. Il était avec son siège, attaché à son siège sur la piste, c'était épouvantable. Comment vous l'avez vécu? Parce que forcément, quand on voit ça, ça donne pas envie de rouler. Ce que je vous disais tout à l'heure, je roule, mais je suis plus performant. C'est-à-dire, je suis plus attentif à toutes les petites choses qui peuvent arriver, parce que je sais que ça peut être la dernière fois que je fasse une erreur comme ça. Donc, mais c'est sûr, on était triste. C'est comme quand De Payet s'est tué à Hockenheim, quand ça, c'était affreux, quoi. Gilles, il était si talentueux parce que moi, quand j'en entends parler, mon père, par exemple, quand il me raconte ça, Gilles, c'était vraiment un pilote ultra agressif et super talentueux. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai couru avec lui dans une course de Formule canadienne avec De Payet. Et je me souviens, il nous larguait. Alors, il y avait un incident, il y avait un pescar, on revenait. Et je disais à Patrick, on le déchire. Et il nous a baisé à chaque fois. À chaque départ, il est parti devant nous. Il était très très bon. Il aurait remporté un titre de champion du monde parce qu'il a eu aussi cette réputation avec des accidents. Moi, je pense que oui. Ok. Ouais, sûrement.
Il cassait beaucoup de voitures, de ce qui se disait de Il se l'époque. cassait, oui. En 81, quand j'ai gagné sous la pluie chez lui à Montréal, Mhm. on avait des pneus Michelin qui étaient meilleurs que les pneus Goodyear. Donc je savais que moi, que Ferrari et que McLaren, avec la Watson, on avait une chance qu'il pleuvait beaucoup, il contrôlait les turbos. Et effectivement, on a fait premier, deuxième. Et Gilles s'était planté, il avait le capot avant qui était, l'aileron qui était comme ça. Vous avez vu l'image? Ouais. Et il attaquait toujours, il est resté deuxième et il se rapprochait pas de moi, mais pas loin. Avec une voiture complètement plantée. C'est pour dire à quel point il était bon. Bah aujourd'hui, vous faites la même chose. Un aileron comme ça, vous ne pouvez plus le conduire. C'est impossible aujourd'hui si la voiture est morte, cassée. exactement. Vous avez parlé du turbo. C'était l'époque justement du turbo Ouais. et les premières victoires avec Arnoux, Renault, Dijon. Est-ce que le turbo, c'était si important dans les années 80? C'était important que... Moi, je vous donne un exemple. Quand on avait 400, 500 chevaux, les chiffres ne sont pas très précis à mon avis. Eux, ils avaient 700 ou un truc comme ça, avec le turbo, le réglage de la turbine. Et il y avait un avantage en moteur, mais il fallait déjà accélérer. C'est un à-coup, c'est très difficile. Et ensuite de ça, le moteur apportait plus de puissance, mais aussi beaucoup plus de complications à l'accélération. Il fallait régler les voitures différemment. Mais ne pas avoir un turbo dans les années que j'ai eues, moi, 83, 84, quand j'ai re-signé chez Franck en 83, j'ai re-signé parce que je savais qu'en 84, on allait avoir le moteur Honda turbo et que si je voulais gagner les courses, il fallait que je sois dans une équipe turbo. J'ai abandonné Guy parce qu'on a appris à Monza que le moteur fait par Peugeot et par Matra, moi je l'avais vu le moteur de turbo, et ils arrêtaient tout. Donc Guy s'est retrouvé sans rien. Je dis, putain, je ne vais pas rester 2 ans de plus à rester derrière tout le monde, j'en avais marre. Donc je suis parti ailleurs. C'était comment de rouler avec un moteur turbo? C'est plus dur physiquement, comme vous le disiez, du coup il y a l'à-coup, la puissance. Moi, j'ai eu le moteur turbo, le premier c'est le Honda. Je me suis fait baiser toute l'année. Ouais, c'est incroyable. Je cassais tout le temps. Tout le temps. La fiabilité. Et en 85, 86, avec le turbo de Renault, Lotus avec Senna avait le même moteur que nous. Mais le réglage de la turbine, lui, il avait par exemple 1500 chevaux. Nous, on en avait 1300. Ça fait quand même la différence sur un tour de piste. C'est pas à 40 secondes, hein, mais c'est beaucoup plus important. Quelques dixièmes importants dans les virages. C'est très important. Et je le sais parce que Arnoux, quand j'ai eu mon accident, c'était en juillet. Et au mois de septembre, on lui a donné le turbo, la même puissance que Senna. Il m'a dit, putain, tu verras la différence. Je lui ai dit, je ne sais pas si je la verrai, mais en tout cas, lui, il l'avait vu. Hein. Et d'un point de vue pilotage, ça faisait une grosse différence, du coup, les voitures sans turbo et avec turbo? Oui, parce que la puissance arrivait à l'époque. Les premiers turbos, après, ça s'est bien mieux passé. La puissance arrivait d'un coup. Ce qui fait que la voiture partait de l'avant brutalement. Donc, il fallait attendre d'avoir braqué pour que, à l'accélération, quand le moteur... C'est-à-dire, vous accélériez, et puis il n'y a rien. Puis d'un seul coup, boum, ça partait d'un coup. Les voitures, à l'époque, c'était des monstres de puissance, du coup. Parce que là, vous avez des 1500 chevaux. C'est formidable. Effet de sol. C'était des machines. Ils ont arrêté l'effet de sol en 82. 80, on a commencé à couper les jupes tellement... Moi, je me souviens, Paul Ricard, je ne pouvais pas prendre la courbe de cygne. Enfin, je la prenais, mais la direction était tellement dure, on n'avait pas de direction assistée, que je prenais le volant comme ça. Bon, c'est pas facile pour être précis en tenant comme ça, pour avoir la force de tourner. Et à Monaco, j'ai fait tous les 3 tours, j'étais obligé de m'arrêter, j'étais en eau, tellement c'est compliqué à conduire à Monaco. Ah ouais. En plus, comme très difficile à conduire, plus les murs et les rails... C'est dangereux, Monaco. Très dangereux. Donc tout ça faisait que je transpirais beaucoup. C'était comment le développement? Parce qu'aujourd'hui, les voitures, on les voit, c'est beaucoup d'électronique, c'est beaucoup d'aéro, etc. À l'époque, c'était quoi, en tant que développement, l'objectif? Il y avait le turbo, du coup, c'était quoi? C'était la puissance moteur, surtout, qu'on voulait avoir dans une voiture? Oui, la puissance moteur sûre, et surtout les réglages. Parce que c'est des voitures très pointues, et il fallait vraiment être précis. Alors qu'avant, il fallait aussi régler les voitures, mais on avait moins de paramètres. Dans les années 86, 87, on avait des capteurs sur la voiture qui donnaient beaucoup d'indications qu'on n'avait pas 3-4 ans avant. Il fallait que les pilotes soient aussi un peu des ingénieurs. Bon, aujourd'hui, taper sur un clavier, ça m'est impossible. Tout se passe sur l'ordinateur. Voilà. Dans la voiture, j'essaie d'imaginer, le pilote, il a accès à quoi dans une voiture dans les années 80? Il a donc le volant. Il y a quoi, un bouton radio peut-être, même pas? Non, il n'y a pas de radio. Pas de radio. On a un bouton pour démarrer. Ok. Une boîte de vitesse à 5 rapports. En H, en crabe. En H, comme ça, oui. Ok. 3 pédales. 3 pédales.
C'est tout? Et puis le réglage aileron. On a aussi un bouton pour régler les freins, plus sur l'avant, plus sur Ok. l'arrière. Une molette. Puis je me souviens plus de grand-chose. Peut-être un Il n'y avait boulon. pas grand-chose, quoi, à l'époque. Non, il n'y avait rien. Quoi. Une fois que tu es dans la voiture, On c'est était peinards. peinard. Je sais pas si c'est le bon terme. Si, Il y avait si, moins de réglages qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. beaucoup moins. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, vous avez je ne sais plus combien de capteurs sur la voiture. Quand les pilotes s'arrêtent au stand, les ingénieurs savent mieux que lui ce qu'il a fait. Dans tel virage, il lui manque 2 dixièmes. Alors il lui dit au pilote, dans ce virage, ton coéquipier te prend 2 dixièmes. Regarde ta trajectoire. Enfin bref, Ils ont accès à tout. ils ont accès à tout. Ce qui facilite le pilotage. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, en une seconde, vous avez une vingtaine de voitures ou 15 voitures et qu'on vous dit, quand vous êtes 15e, par exemple comme Gasly sur l'Alpine, ça, on dit c'est une merde la voiture, il est à 7 dixièmes du premier. 7 dixièmes, c'est rien. Quoi. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait des secondes d'écart, Pas littéralement. tous les circuits. Il y a des circuits où on était tous à peu près pareil. Mais il y avait plus d'écart, évidemment. Beaucoup plus. 1983, du coup, vous l'avez dit, Sir Frank Williams, Oui. Allô Jacques, retour chez Williams. Retour chez Williams. Installation en Angleterre pour être tout près de l'équipe et pouvoir discuter. Parce que je m'étais rendu compte qu'il fallait que je discute un peu plus souvent. Fallait être un peu plus Voilà. Et dans ça, l'équipe. le début de saison s'est assez bien passé. Après, la saison a été un peu ternie après le Grand Prix de Monaco. Mhm. Parce que Rosberg était premier. Moi, j'étais deuxième et je revenais sur lui. Et le team me passait les freins. Alors, je faisais les freins. T'emmerdes. Après, température. T'emmerdes. Ils ne voulaient pas que je rattrape Kéké. Ça les faisait suer. Ils essaient de vous faire ralentir Voilà. à chaque fois. Et j'ai cassé ma boîte. Aïe. Alors, je ne vous dis pas, quand je suis rentré, Franck m'a dit, viens voir. Il me dit, Franck, il me dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Je vais pas dire, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui dis, pour gagner à Monaco, ben, je l'aurais viré. Et là, les courses d'après, j'avais un moteur de merde. Mon ingénieur qui était niloté me disait, Nil, il faut changer le moteur. Je dis, j'avance pas. Il me dit, le moteur qui est là, il est pire que celui-là. Alors garde-le. Oh là là. Ah ouais, c'était affreux. Compliqué. Mais Et en 83, j'avais un contrat de 2 ans. Ah, ok. 83-84. Et en 83, Franck voulait avoir comme un autre pilote qui s'appelait Mansell, qui amenait pas mal de budget. En tout cas, plus que moi. Et il me disait, Jacques, t'as pas très bien marché cette saison. Je lui dis, tu te fous de ma gueule, j'ai pas marché cette saison. À Brandzach, j'avais la voiture sur les cales, j'avais pas de pneus, que je pouvais pas faire un temps. Enfin bref, on a conclu, je me suis mis en colère et j'ai divisé en 2 ma paye. Ok. Ah, Ce qui Franck Williams, c'était toujours une question d'argent. Hein. Pas mal d'argent, c'était pour garder le moteur Honda, parce que sinon, j'avais pas de moteur turbo et je pensais qu'avec le moteur Honda, j'avais fait des essais à Calamy. Mhm. Avec Kéké tournait. Franck m'a dit, tu veux la conduire? Je dis oui. J'ai oublié Kéké dans les temps autour, à tel point que Niki Lauda a été voir Franck et lui a dit, Franck, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu t'occupes mal de la voiture de Jacques? Il est plus rapide que Kéké. Ah bon? Le moteur Honda, après, moi je vous dis, j'ai cassé, pour ainsi dire, si on regardait, j'ose même pas regarder, presque tout le temps. C'est fou. C'est fou de se dire aussi, vous n'aviez pas les mêmes voitures. Non, je faisais les essais pour eux de moteur, quoi, finalement. C'est terrible, parce que du coup, ça joue énormément. Ah bah, si vous aviez eu la même voiture, le résultat aurait été différent. Ah, oui, a priori. Je ne peux pas dire ça vraiment, mais j'ai accepté ça. Évidemment, je n'avais pas le choix, donc c'était comme ça. Et Kéké était charmant, d'ailleurs, finalement, à l'époque. On se voit maintenant de temps en temps, on s'aime bien. Vous entendez bien? Oui, on s'entend, ouais. On a du respect pour les autres, en général. Il y en a aussi aujourd'hui, mais il y avait beaucoup plus de respect, je pense, à l'époque. D'abord, il y avait plus de respect pour une raison très simple, c'est qu'on pouvait se tuer tous les dimanches. Ce qui est heureusement pas le cas aujourd'hui. Mais moi, quand j'ai eu mon accident, j'aurais eu une voiture d'aujourd'hui, je serais ressorti de la voiture. Comment ça va ce soir? Je fais la nouba, quoi. Mhm. À l'époque, vous aviez, donc si on revient sur les années Williams, donc 83-84, vous aviez 40 ans. Ah, je suis déjà vieux, oui. 40 ans, toujours en Formule 1. Comment vous vous sentiez à l'époque? Quand Franck vient vous voir, vous propose ce contrat, vous vous sentiez en pleine forme, prêt à repartir, à continuer? Je vous raconte l'anecdote. J'ai dois signer mon contrat au crayon. J'ai rendez-vous avec Franck pour déjeuner. J'ai pas de manager, moi je me débrouille tout seul. Et j'arrive, il me présente le contrat, il y a écrit dessus interdiction de faire du ski et de la moto. Pas possible. Alors je dis à Franck, j'ai un petit problème, donne-moi ton crayon. Et je barre. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je barre à moto, et ce que je vais faire de la moto, et je vais faire du ski, c'est obligatoire. Ouais, mais alors c'est impossible, je ne peux pas signer son contrat. J'ai dit salut, et je me barrer. Il m'a couru après, il m'a dit viens. Et il a admis, et il a marqué, il a fait une encoche en disant ok.
Ah, c'est incroyable. La relation que vous aviez avec Franck, elle est exceptionnelle. Ouais, mais j'avais beaucoup de respect pour lui parce que franchement, pour arriver en Formule 1, il en a bavé, hein. Mhm. Il n'a pas trouvé ça comme ça. Il vendait toutes ses affaires. Il vendait sa montre, il vendait tout pour payer les mécanos et tout. Donc, j'aurais bien voulu qu'il vende autre chose pour me payer moi, mais bon, ça ne s'est pas fait. Ce qui n'est pas grave. À cette époque, à 40 ans, est-ce que vous aviez toujours l'envie et l'objectif d'être champion du monde? Ou au vu de Non, franchement, j'ai jamais eu l'objectif d'être champion du monde. Je pense que ça. Jamais? Non, je pense que ça. J'ai peut-être pensé en 79 Mhm. ou en 81 avant d'arriver à Las Vegas, mais c'est vraiment au dernier moment. Mais avant, j'y pensais pas. Mon but, c'était de jouer, de gagner des courses, de m'amuser, bref, de faire ce que j'ai fait. Je pourrais me dire, tiens, est-ce que si j'avais pas plus travaillé, vous pouvez remarquer que les pilotes qui sont champions du monde, à part Hunt ou Piquet, ils travaillent aussi, mais ils sont tous des bosseurs infernaux. Ils restent à l'usine ou dans les motorhomes le soir pendant des heures à discuter du réglage de la voiture. Mais je pense que c'est le défaut que j'ai eu. Si j'avais quelque chose à faire, je ferais peut-être ça différemment, mais finalement, c'est ce caractère que j'avais, c'est ce qui m'avait permis d'arriver en Formule 1. Donc, je n'allais pas changer d'un seul coup ma mentalité. Le fait d'être un pilote de Formule 1, pour vous, c'était suffisant? C'était déjà ce que vous vouliez? Moi, ce que je voulais, c'est que j'ai fait de la Formule Renault. J'ai dit, je ferai de la Formule 3 quand je serai champion de France. Mhm. Mais j'en ferai pas avant. Je ferai de la F2 quand j'aurai gagné le championnat de France de F3. Je ferai de la F1 quand je serai champion d'Europe Formule 2. Tout ça, et quand je suis arrivé l'année 74, j'étais en F2, j'ai fait commencer la F1. Mais c'était un calcul que j'ai fait. Et la F1, je pense que si j'avais été champion du monde en 79, je pense que j'aurais arrêté. Ah ouais. Oui, parce qu'après, elle est où la motivation d'être 2 fois champion du monde? Ouais, gagner encore plus? Oui, C'est pas l'objectif? gagner plus d'argent. Et gagner plus de courses, vous n'êtes jamais sûr de. Ça peut peut-être mal se terminer aussi. Surtout qu'à l'époque, il y a ce risque tous les week-ends, Tous les aussi week-ends, effectivement. d'accident. Après Williams, vous êtes quand même retourné chez Ligier. C'est bien parce que vous faites les Aller-retour. équipes aller-retour. Les mêmes. mêmes. Je suis très fidèle. Très fidèle. Retour du coup avec un moteur donc Renault, mais avec un turbo cette fois-ci, qui se passe plutôt bien. Quelques podiums. Oui, ça se Avec passe même mieux Ligier. que ce qu'ils n'avaient plus de résultats depuis mon départ, hein. Donc, la revenue de Lafitte au Barcail a fait que la voiture marchait un peu Ça mieux. s'est bien passé. Comment vous vous sentiez de retour dans cette équipe? Ben, je la connaissais par cœur. Ça n'avait pas changé. C'était les mêmes Non. ingénieurs, Ouais, mécaniciens. Absolument. Mais oui, ça s'est bien passé, oui. Dans cette période-là, il y a... J'ai fait des grands prix, j'ai fait des podiums. J'ai remis, c'est pas grâce à moi, mais l'ensemble de l'équipe s'est relevé d'un tout petit peu avec De Césaris et moi, puis après Streff et Arnoux en 86. À cette période, il y a deux pilotes qui commencent une très forte rivalité. C'est Alain et Ayrton Senna. Ouais. Vous avez roulé aux côtés d'Alain Prost. Comment déjà? Et de Senna aussi. Et Ayrton Senna aussi, Senna, bien évidemment. Vous avez partagé un podium ensemble, même. Une course avant mon accident. Exactement. J'étais en tête du Grand Prix. Et quand je me suis arrêté, on m'a pas mis les bons pneus. Donc je suis reparti, c'était surpris. J'ai mis 6-7 tours avant de réaliser qu'il fallait que je conduise un peu différemment ma voiture. Et je suis revenu, j'ai doublé Alain. Et à mon avis, 2 tours après, j'aurais doublé Senna. Comment Mais il bon. était Alain Prost à cette époque? Déjà, vous vous entendiez bien avec Alain? Bah, on était très copains. Mhm. Après, ça s'est un peu gâté. Ah, ça s'est un peu gâté. Voilà. Comment il était en tant que pilote? C'était un super pilote. Et de l'autre côté, Ayrton Senna. Ayrton Senna, je vais vous donner un exemple que je donne à chaque fois qu'on parle d'Ayrton. Je dis ce type-là, sa première course, c'était à Rio, première course de l'année. Et on arrive à l'hôtel avec Johnny Rive et je ne sais plus qui. On rentre au restaurant. Il est là assis à gauche avec son frère et son manager. Il lui dit bonjour. Et 10 minutes après, on nous amène une bouteille de vin avec un mot de Ayrton. Jacques et Alain, bienvenue à Rio et bon Grand Prix. Et j'ai dit, ce mec-là, Incroyable. voilà, celui-là, il a quelque chose d'autre que les autres. Il a de l'éducation. Ce qui n'était pas le cas de tous. Il était ultra talentueux dès le début. Vous, Ouais, en tant ouais. que pilote, vous étiez en mode waouh, lui, le minot, le jeune, il est bon. Non, moi, ça m'a jamais pensé, j'ai jamais aimé penser ça. Ok. Je pensais que c'est pas un mec qui est jeune qui va me taper, quoi. Il était très talentueux, évidemment. Sous la pluie, c'était son point fort. C'était vraiment là où il était. Sous la pluie, il y a l'anecdote à Monaco où on arrête la course. C'est quoi, c'est Jacques X, 83, 2? Non, Je me c'est souviens plus. plus Non, il a l'année. commencé en 84, Ayrton. Ah oui, non, c'est Avec non, la c'est Toleman. beaucoup plus tard, oui, avec la Toleman. Donc c'est en 84, à ouais, Monaco. 84. Il revient comme un avion sur Alain, il va le doubler quoi, dans le tour. Mhm. Et là, Jacques X, qui trouve que c'est trop dangereux, il arrête la course. Et Senna, on a toujours voulu
Alain et à Jackie. Il s'est beaucoup disputé avec Alain, même si tout le monde pense qu'ils seraient copains, mais je vous ai donné l'anecdote, quand Alain a viré Ayrton à la chicane avant la ligne droite des stands, Senna lui a dit « Moi, tu m'as viré à 30 à l'heure, moi, je vais te virer à 300. » Et l'année d'après, premier tour, dehors. C'était Senna. C'était Ayrton Senna. Il était caractériel. J'apprécie pas ce qu'il a fait. Hein. Je tiens à spécifier à Alain, si jamais il voit ça un jour, que j'ai pas apprécié du tout cette façon de se comporter, et de sa part et celle de Senna. Ils ont été rivaux, quoi. C'était la grosse rivalité de l'époque. Ouais. Et vous parlez du coup de cet accident que vous avez eu. Oui, alors vous savez, cet accident, j'en parle avec beaucoup de... J'ai aucun problème. J'ai toujours pensé dans ma tête que la Formule 1, le moment le plus dangereux, c'est le départ. Okay. Vous avez 30 voitures ou 25 suivant les années, roue dans roue sous la pluie, on ne voit pas à 2 mètres et on est là à 300 à l'heure. Donc je me disais, quand tu as un pépin là, ça peut être grave. Et évidemment, j'ai eu mon accident ce jour-là. 13e saison de Grand Prix, 176 participations. C'est une statistique, vous aviez dépassé le record de Graham Hill. Tout le monde me gonflait avec ça, fait une photo dessus, j'en avais ras-le-bol. J'ai passé un week-end de merde. Ça n'a pas raté. J'ai fait un attaque aux essais, ma voiture a brûlé. Donc ils l'ont arrêté avec de l'extincteur. Ça glissait beaucoup. J'ai fait mettre une petite réglette pour me caler mon pied, qui m'a bousillé mes talons quand j'ai eu un accident des deux côtés. Sur la ligne de départ, il y avait un de mes copains qui était là, qui avait un avion à prendre, je ne sais plus à quelle heure. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, Jean, je ne vais pas aller loin, je ne le sens pas. J'ai fait 300 mètres. Et du coup, donc, blessure, 2 jambes cassées, énorme accident. Les jambes, le dos, le machin, Vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital ? 2 mois et demi. 2 mois et demi. C'est pas beaucoup, hein. Avec tout ce que j'avais, c'était pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'était passé du coup lors de cet accident pour ceux qui ne connaissent pas du coup l'histoire ? Alors c'est le départ, il y a Mansell-Cal, il est en pôle ou deux, en première ligne en tout cas, et donc derrière c'est un peu la merde, tout le monde se faufile. Boutsen part en tête à queue, accroche une banderole qui sont interdites, des trucs le long du rail ou du mur, qui est parti en l'air. Moi j'avais Johansson à côté de moi, c'est un virage à droite. On allait attaquer le virage, et là, il voit cette ombre au-dessus de lui. Tu crois que c'est une voiture, donc il a peur, il braque dessus. Et moi, je ne peux plus conduire, il m'a bloqué ma direction. Et miracle, et tant mieux pour lui, parce qu'au dernier moment, il s'est lâché. Donc il est parti, il ne s'est rien fait. Et moi, je suis rentré dans l'ail de face, pas connement, mais bref. J'ai ouvert les yeux, et je me suis dit, bon, il y avait les jambes ici. La voiture avait été arrêtée, c'est ça. Et je me disais, bon, j'ai mal au dos, mais... Je suis heureux parce que en fait, je serai en petite siège, mais j'ai continué à voir ma femme et mes enfants. C'est ce qui me dit. Je me suis tout de suite pensé à ça. J'ai retiré mon casque, j'ai dit, bon, j'ai mal dans le dos, j'ai mes jambes broyées là. On va appeler le Tournelle. Le Tournelle est arrivé 15 jours après à Paris et il m'a opéré. Il m'a dit, voilà, vous avez ça à faire, je sais ce que vous voulez. Vous pouvez me couper la jambe s'il faut, mais il faut me le dire avant. Je suis passé 20 heures dans le bloc. Pourquoi 20 heures ? Parce que si vous réparez les fractures des jambes et vous ne réparez pas ici et dans le dos, l'iliaque, à chaque fois, il faut attendre que l'opération ait lieu. Il faut attendre 15 jours, 1 mois, ça dépend des gens. Et donc, si j'avais fait ça, il m'aurait fallu 5-6 mois pour tout faire. Et donc, je ne pouvais pas courir l'année après. Là, j'ai eu mon accident en 86 et en 87, donc début de l'année 87, je courais avec Alfa Romeo en tourisme. J'avais aucun problème. Je suis arrivé à Madrid, je boitais. Le responsable m'a appelé dans le bureau, dans le camion, m'a dit, Jacques, tu as un contrat avec Alfa Romeo, tu peux pas courir aujourd'hui, on s'en fout complètement. Ton contrat, il sera tenu quoi qu'il arrive. Parce qu'il m'avait vu sortir de la voiture difficilement. Et la course d'après, c'était à Monza, j'ai fait 2e et il m'a dit, bon... C'était votre première grosse blessure en sport automobile ? C'est la seule, mais c'est la seule de ma vie. J'ai jamais rien eu avant. Et du coup, après cet accident, est-ce que vous aviez envie de revenir en Formule 1 ? Oui, j'avais envie et pas envie. C'est-à-dire, au début, j'ai dit, je me souviens avec leur maman, on dit, bon, j'arrête, j'en ai marre, c'est une connerie, j'ai 43 ans, il faut arrêter les conneries. Et puis, on commence à refaire un peu de la gym et tout ça, on dit, non, je continue. Je peux y retourner. Je peux y retourner, mais là, Guy, il m'a dit, tu vois, j'ai tellement eu peur pour toi que si tu veux te tuer, mais ça ne sera pas dans ma voiture. Je lui ai dit, salaud. Et donc, on a monté un essai bidon à Monza,
parce que Guy, à ma place, mettait un pilote italien. Et j'ai fait quelques tours et je me suis arrêté. J'ai dit, je ne peux pas continuer. Le docteur, c'est impossible. Je n'ai pas le contrôle de la voiture tout le temps, donc il faut que j'arrête. C'était pour ainsi dire partir avec les honneurs. Voilà. Et après, j'ai couru. Votre carrière de Formule 1, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez ou que vous auriez aimé faire différemment? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je travaillerai plus. Mhm. C'est le seul regret que j'ai. J'ai le regret non seulement pour moi, mais aussi pour le team qui, peut-être à cause de moi, n'a pas gagné assez de courses. Je ne le sais pas, mais je me dis toujours, si j'avais un peu forcé mon talent dans les réglages, peut-être que j'en serais mieux sorti. Mais bon, il faut penser à tout. Moi, je pensais beaucoup à m'amuser. Vous parliez justement des enfants et de la famille. Vous rameniez rarement la famille sur Jamais. Jamais? C'était une décision? C'est une décision. Pourquoi vous voulez amener vos enfants petits et avoir un accident comme j'ai eu à Brandzach et qui regarde ça à la télé? Comment il peut comprendre le moment? Ça le marque à vie. Et puis en plus, l'autre emmerdement, c'est si vous êtes le samedi soir, vous êtes en pole position, vous avez votre fils dans la même chambre que vous qui dort, puis en pleine nuit, il a des problèmes, il faut aller à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, c'est pas votre maman, la maman là, qui se lève, puis tu vas à l'hôpital avec ton fils, et le lendemain, tu dois être au warm-up à 9h. Ça C'est va pas pas possible. ensemble. Du Donc, coup, pas de famille. Non, vous Famille avez... en Angleterre à la maison et le papa au travail. Exactement. Et leur maman avec moi, la plupart du temps. Bien sûr. Vous avez fait d'autres catégories, Jacques? Vous avez fait 24 heures du Mans. Vous avez fait Dakar. Vous avez fait du tourisme, comme vous le disiez. On va revenir un petit peu sur les 24 heures du Mans. Alors, vous faisiez ça en parallèle de la Formule 1. Oui, à l'époque, oui. Donc, c'était dans les années 70, 80. J'ai commencé en 72, je crois, le Mans. Exactement. Première participation au Mans. Qu'est-ce que vous retenez donc avec l'IG? Je retiens du Mans que avant l'épisode d'IG en 72, j'avais été convoqué par Matra, M. Lagardère. Son papa avait fait ses études à Auch avec mon père. Donc il a appelé son fils, il y a le petit Lafitte qui court, pourquoi tu ne l'engages pas au Mans? Oui, papa, je vais le convoquer. Donc il me convoque. Il dit, voilà, Jacques, voilà, vous allez être... il y a 4 voitures, on a besoin d'un pilote suppléant pour les voitures. Vous avez 4 voitures à votre disposition s'il y a un problème. Ça vous intéresse? Je dis, non. Mais Jacques, je vous donne 20 000 francs. Ah. Je dis oui, mais je ne me sens pas capable. Pour moi, la course du Mans, c'est une course de pilote d'expérience. Et je ne voulais pas abîmer une voiture comme une Matra et perdre la course à cause de moi. Donc je lui ai dit non, je ne vais pas. Il m'a rappelé, il m'a dit bon, vous allez à la Morte-Fontaine la semaine prochaine. Il y a la Formule 1 et la Formule 2. Il y a Beltoise et Pescarolo. Une fois, Beltoise un jour, Pescarolo le lendemain. Vous tournez et ils m'ont appelé, vous êtes apte. Donc je vous réitère ma proposition. Je dis Jean-Luc, vous êtes gentil, mais non. Okay. Il a dit bon. Et après, il me dit toujours bravo, bravo, c'est vous qui aviez raison. Du coup, vous avez commencé en 72 avec l'IG. Comment s'est passée cette première participation? Et en fait, l'IG, j'étais pilote BP. En Formule Renault, j'étais champion de BP British Petroleum. Ok. L'essence, vous ne connaissez pas? Non. Vert et jaune. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas ça? Je me prends une petite leçon de sport automobile. Bon, c'est bien. Alors voilà. Et donc, ils ont dit à Guy, tu dois prendre Jacques dans la voiture. J'ai dit non, ça me fait un peu suer. Puis comme c'était Guy, j'ai dit bon, allez, on va en voiture. Et j'ai fait le Mans 72. Je n'ai pas fait beaucoup de tours parce on s'est arrêté. Guy s'est arrêté avant l'heure de course. Et vous n'avez pas le droit de mettre de l'huile, de l'eau et les mécanos habitués. S'arrête, ouvre le capot pour mettre de l'eau, on met de l'huile, ça. Donc drapeau noir. Disqualifié. C'était vous au volant. Moi au volant et tous les tours, on me passait là-bas, continue. Et Guy se battait avec tout le monde. Il disait, vous me faites chier. Le mec qui faisait la sécurité venait, il le jetait à dehors du box. Et finalement, au bout de 3 tours, ils m'ont dit, il faut que tu rentres. Déception quand même? Non. Non? Non, parce que sincèrement, à cette époque-là, ce n'était pas mon objectif. Après, je l'ai fait. J'ai fait avec 2 paillets. Je l'ai fait 9 fois, je crois. Pourquoi il y avait cette envie de rouler du coup sur d'autres catégories en plus de la Formule 1? C'est l'envie, l'adrénaline, la voiture. Et puis on apprend sur un circuit par rapport à un autre. Quand tu es en F2 en Autriche et en F1, tu connais bien la piste et ça t'aide dans tout. Et puis c'est un entraînement permanent. Donc à l'époque, on ne faisait pas de la gymnastique, on ne faisait pas tout ça. L'entraînement, c'était conduire. Ça permettait de rester en bonne forme et dans le rythme. Bon coup. J'ai reconduit la F1 de Alonso, je ne sais plus quelle année, j'avais 45 ans ou 46 ans. C'était un cadeau ferroviaire, mais la voiture, c'est un bijou. Un diamant. Très différent. Oui, donc je tournais avec la voiture et c'était génial. J'ai fait 20 tours.
Et on me disait, mais vous avez pas mal au cou, Jacques? Je dis, ben non. Chaque fois que je m'arrêtais, on me dit, vous avez pas mal au cou? Tiens, vous me faites chier, j'ai pas mal au cou. J'ai 46 ans, j'ai 64 ans, j'ai pas mal au cou. Ah, c'est pas possible qu'ils ont tous mal. Ben, il dit, moi pas. Tellement j'étais habitué. L'expérience. L'expérience. Est-ce qu'il y avait un intérêt aussi en termes de pilotage? Parce que le Mans et l'endurance, c'est très différent de la Formule 1 et de la Formule 2. Ouais, mais c'est sympa, hein. Quand je l'ai fait avec Renault, on roulait à 387 dans la ligne droite de Naudière. 387? Ouais. Alors, Ah oui, ouais, ça, c'était il faut rapide, être courageux, parce que la piste qui est large comme ça, elle est comme ça quand vous êtes à 300. Hein. j'imagine. Et vous avez à côté une très voiture qui différent. roule à 300 et vous êtes à presque 100 km plus vite, ça fait des différences énormes. Si le mec fait un effort, une connerie, C'est foutu. c'était très intéressant. Vous avez roulé avec des Ligier, vous avez aussi roulé au volant de la A442 Oui, c'est d'Alpine. celle-là Ouais. que je prenais avec deux paillets. Niveau voiture, si on devait en choisir une durant vos participations, 9 participations, pardon, c'est laquelle la voiture que vous avez préférée en endurance? Il n'y a pas de miracle, c'est la Renault. Hein. Ok. L'Alpine était vraiment Ouais, elle était au-dessus du lot. au-dessus du lot. Ouais, c'est une voiture formidable. Elle avait quoi comme... qu'est-ce que... Si on devait décrire aujourd'hui l'Alpine A442, elle faisait du bruit, elle allait vite. Bonne aéro, Mhm. un très bon moteur, et surtout des très bons pilotes. Les pilotes Renault, c'était que des pilotes Tambay, De Paillé, Lafitte, Jabouille. Il faut les faire. Il fallait accrocher, il fallait avoir le rythme pour être avec eux. Exactement. Vous avez aussi fait le Dakar? J'ai fait le Dakar en voiture et en moto. Alors, moi, j'ai une question, c'est pourquoi le Dakar me paraît tellement dangereux. Quelle était l'envie derrière cette participation au Dakar? Ben, je pouvais le faire avec une Porsche qu'avait gagné Jackie X et En 88. René Medge. Donc, ils m'ont dit, on vous donne. Je donne de l'argent pour avoir la voiture. Et le Ferdinand Porsche a dit, les voitures qui sont musées, vous les sortez, vous les remettez en état pour Lafitte et Jabouille. On est parti avec ces voitures, on avait un très bon budget. On s'occupait de tout avec mon pote Pierre. Et on a fait 3 jours. On faisait une étape où on rentrait. Il n'y avait pas d'assistance le soir. En plus. Voilà, donc la veille, la voiture était au ras du sol et donc je suis arrivé en retard, tard au bivouac. J'étais me coucher 3 heures et je me dis, ils ont réparé, c'est que dalle. Et je vois la voiture toujours par terre. Je dis, putain, Jabouille, Gaynard, vous êtes des nuls, quoi. Comment vous pouvez... Ben non, alors en fait, il suffisait de... C'est une barre de torsion. C'est de la tournée pour relever la voiture. Et il y avait un mécano de Porsche qui s'occupait de tout, qui avait dû avoir les ordres de nous empêcher de partir parce qu'ils avaient très peur qu'on n'en avait rien à foutre de leur caisse et qu'on la laisserait dans le désert si on était tombé en panne. Et eux, Ce qui aurait été le cas. Si vous étiez tombé en panne. Non, je ne crois pas, non. Non, mais je ne vais pas parier. C'est quand même une aventure génial. exceptionnelle, le Dakar. Le Dakar, je dis tout le temps pareil, je ne change pas d'avis. C'est une course, quel que soit votre rôle, votre talent, et tout, du plus mauvais au meilleur. Quand vous arrivez à Paris, vous rentrez chez vous après avoir vu ça, vous avez été au-delà de ce que votre imagination pouvait penser. Quand vous êtes dans le désert, vous êtes en panne, vous faites 360 degrés, il n'y a rien. Vous dites mal. Quand tu es tout seul, il faut s'en sortir. Et donc, tu as été plus haut que ta peur, plus haut que tes faiblesses. Tu découvres que tu as des choses que tu n'aurais jamais osé faire. Tu le fais grâce au Dakar. C'est ce que je retiens de moi du Dakar, en dehors du fait qu'il y a des images fantastiques, il y a des dunes, c'est génial. Et moi, je le faisais avec les voitures peu puissantes. Quand je me suis engagé avec la Porsche, c'est une voiture qu'on pouvait gagner. Je n'aurais pas gagné parce que je n'avais pas l'expérience, mais enfin, c'est une vraie voiture. Après, j'ai fait Nissan. Les Nissan, ce n'est pas des voitures pour gagner à l'époque. Et moi, je m'appelais Jacques Lafitte. Et à un moment donné, après 2 ou 3 expériences, tu dis, il faut que j'arrête parce que les gens vont dire que tu es un bidon. Ils s'imaginaient que j'allais gagner le Dakar, les gens. Le public, quoi. Ils disaient, oh, Lafitte, vous n'étiez pas là pour ça. Ben non, mais le public voulait que... Donc j'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté parce que je prenais pas mal d'argent, mais c'était pas bon pour moi. Vous l'avez fait à moto aussi, du coup? Ouais, je l'ai fait. Alors, la moto, c'est un grand mot. Je l'ai fait. Je suis pété la gueule le 3e jour, mais je l'ai fait parce qu'on avait fait une équipe avec qui était avec nous. Saron, enfin, on était 7 pilotes. Gauloise donnait le pognon que si j'étais là. Alors, j'ai dit, bah, je vais prendre une moto, je vais essayer de faire. Je me suis un peu entraîné. Et puis, 3 jours après, je ne pouvais pas kicker à l'époque, après mon accident. Donc, j'avais mon pote Pierrot, qui était avec moi et qui m'attendait. Si je tombais, il me relevait, il kickait et je repartais. Et on avait décidé que
Je le suivais et quand j'arrivais à sa hauteur, il fallait qu'il accélère parce qu'il était trop lent. Mhm. Et on est arrivé à un endroit en fin de journée. La veille, j'avais été enlisé au départ 2 jours avant et j'avais fait perdre beaucoup de temps. Puis moi, j'en avais rien à foutre parce que je partais le week-end d'après, j'avais une course sur la glace. Il fallait que je rentre à Paris de toute façon. Ok. Donc j'étais là pour C'est juste pour le plaisir. pour Gauloise, pour faire plaisir à Gauloise. Et il est tard, le soleil est bas et on est plein soleil. Et puis je le vois, moi j'avais une moto qui freinait moins bien, j'avais des freins à tambour à l'arrière. Mhm. C'est une Niam qui est très, très bien, mais et je le vois qui se met un peu en travers. Et je me dis, putain, il y a un trou. Alors, je vois le trou de loin, je dis, bon, bah, moi, c'est impossible que je m'arrête, donc j'ai mis à fond et j'ai dit, je vais sauter tout ça d'un coup. Il y avait une marche comme ça. Donc, j'ai levé la roue avant et la roue arrière est arrivée et je suis parti par l'avant en tonneaux multiples. Vous étiez blessé? Non, j'étais un peu choqué. Un peu sonné? L'hélico est venu, ils m'ont mis une piqûre dans le dos. Et après, on me dit, bon, ben, on te ramène. Je dis, non, moi, je rentre avec ma moto. Donc, on a réparé la moto et puis on est rentré avec un seul phare et 2 motos. C'était en quelle année, ça? En 95, Ok. Donc c'était après la Formule 1. après la Formule 1. Ouais. Parce que ça, par exemple, un Frank Williams aurait eu du mal à l'accepter, je pense. C'est pas Il lui n'aurait qui- pas eu le choix. Il n'aurait pas eu le choix, je crois. Vous avez fait beaucoup d'endurance au-delà du Dakar. Vous avez fait le DTM, vous avez fait les 800 km de Dijon, les 1000 km de Monza, du Nürburgring. C'est quoi la catégorie qui vous a le plus marqué en dehors de la monoplace? C'est le proto. Le proto? Ouais, le proto, parce que c'est des voitures très puissantes, très dures à conduire. Et aussi, j'ai conduit des voitures formidables, c'est en DTM. Avec une victoire, d'ailleurs. Ouais, avec les victoires au Nürburgring. Mhm. Au Nürburgring, j'ai gagné tout. En F2, C'était votre circuit, c'était mon circuit. à la maison. En touriste, je leur mettais 8 secondes au tour à tout le monde. 8 Ouf. secondes, c'est pas ça. Je suis arrivé au départ, j'étais troisième. Je suis passé dans les sens, les centres comme ça, puis on revenait derrière. Ouais. Pardon, au Nürburgring. Je suis arrivé, ils ont dit qu'il est tout seul. Et puis d'un seul coup, ils ont entendu 8 secondes plus tard, tout le groupe qui arrivait. Et je me barrais 7 secondes au tour tout le temps. Incroyable. En F2, j'étais 16 secondes devant le deuxième aux essais. C'était vraiment le circuit de prédilection. Très dangereux. Circuit préféré, mais très dangereux. Très dangereux, donc très, ça va vite. très courageux. Il y a une voiture que vous avez mentionnée, c'est la R27, du coup, celle Ouais. de Fernando Alonso, Oui, que vous avez roulée au Paul Ricard. exactement. Quelle sensation ça fait de monter dans une voiture moderne, entre Eh ben, guillemets? la sensation, c'est de dire que nous, on était vraiment des cons avec notre boîte de vitesse, tout ça, les surrégimes. Là, rien ne peut vous arriver. On appuie sur la pédale, ça freine toujours au même endroit. On tourne le volant, ça tourne. La direction assistée est parfaite. Les freins sont fabuleux. 350, 80 à moins de 100 mètres. Ah, C'est incroyable en termes de C'est- sensations. je l'ai dit à l'époque, j'ai dit, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait depuis Noël. Vous auriez aimé rouler plus de... Est-ce que vous auriez aimé rouler une voiture de nos jours? Les récentes de 2022, 3, 4? Les voitures? Non, je crois pas. Trop... Ben, c'est-à-dire, je dis ça parce que j'ai plus 20 ans. Oui. Peut-être que si j'avais 20 ans aujourd'hui, 25 ans, je vous dirais, ah ben oui, Mhm. d'ailleurs, je suis sûr que j'aurais dit ça, mais il y a quand même des contraintes. Ils ont des réunions, je veux dire, c'est un boulot de dingue, de dingue. Moi, j'aimais bien être là, que ça m'aidait pour le lendemain, mais si vous restez dans le travail toute la journée pour faire le dernier temps, ça va, quoi. C'est pas le plus excitant. Pas le plus passionnant, on va Non, dire. c'est pas passionnant du tout, même. Mais par contre, ce qui est formidable, c'est que ça va très vite. Et tout ce que je vous ai dit, freinage, accélération, direction, c'est fabuleux, quoi. Pour avoir mieux dans le monde, c'est impossible. C'est plus précis? Ah oui, Vous, à l'époque, c'était plus... bah, à l'époque, quand vous voyez les images de nos voitures, on est toujours en dérive. Mhm. Grande courbe, petite courbe, toujours on est roue contre braquet. Aujourd'hui, c'est tourner le volant, ça passe, tourner le volant. C'est très Elles se mettent, linéaire. pour ainsi dire, quand elles se mettent en travers, en général, elles sont hors de la piste. Elles perdent du temps. Ouais, C'est puis pas bon elles signe. sortent surtout. 1986, donc vous arrêtez la Formule 1 après l'accident. Ouais. Et vous rejoignez TF1 en 1997. Soit 10 ans après en tant que commentateur. Ouais, miracle. Ça a été une grosse période de votre carrière aussi. 17 Là, ans. ouais, bah, la période TF1 en tant que commentateur. 17 ans. Ouais, 17 ans de carrière. Comment c'est arrivé? Comment on vous a proposé ce rôle de commentateur? C'est Jean-Claude Dacier, qui était le patron des sports, venait sur les Grands Prix, quelques Grands Prix. On s'est rencontrés, on se connaissait, on discutait, on mangeait ensemble le soir. Et un jour, Alain, je crois, se barre pour d'autres raisons de TF1. Ils ont besoin de quelqu'un. Et je me souviens toujours, il y a la femme de Jean-Claude, sa mère, c'est elle.
Et là, Jean-Claude dit, moi, je cherche quelqu'un. Il dit, mais comment il est en face de toi, c'est Jacques Lafitte, il parle bien, il est sympa, il est tout. C'est lui, il m'a engagé un peu grâce à ça. Vous n'avez pas hésité directement? Non, j'ai pas hésité. Non, parce que je savais que ça me permettait d'aller voir tout. Vous vous rendez compte, j'ai fait 17 ans. 17 ans, je voyais les Grands Prix. En allant sur place, en commentant? En prenant aucun risque, en commentant, en voyageant, avec une paye qui n'était pas exceptionnelle, mais c'est bon, voilà, quoi. Je m'en foutais un peu. Mais par contre, on a beaucoup voyagé, c'était génial. Vous avez commencé avec Philippe Streff, si je dis pas de bêtises. Non. Non, voilà, moi j'ai pas connu. J'ai commencé avec Jean-Louis Moncey et Christophe Malbranc directement? Non, Jean-Louis Moncey, Pierre Van de Witt. Ah oui. Voilà, c'était lui. Vous avez commencé du coup avec chez TF1 avec Pierre Van de Witt et Jean-Louis Moncey. Exactement. Et après, ensuite avec Christophe Malbranc par la suite. Par la suite. On a choisi Christophe. C'est vous qui avez choisi Christophe? Ouais. Il vous fallait justement quelqu'un pour diriger l'orchestre? On faisait des essais de voix et de commentaires. Et moi, j'ai entendu, il y avait, je ne sais plus qui à l'époque, peu importe. Et quand Christophe est arrivé, petit jeune, il connaissait pas mal la voiture, parce qu'il faisait des courses de voitures miniatures, mais des courses avec des amortisseurs, des pneus plus tendres et tout. Okay. Il avait une bonne voix. Alors, il commentait le Grand Prix de Monaco. Alors, tout le monde en attendait, et puis lui, au bout de 2-3 minutes, je dis, hop, stop. On m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah, c'est lui. Ah non, tu nous ennuies, il faut faire des... Je vous dis que c'est lui. Donc, on le garde. Et on l'a gardé. Et c'est comme ça que le trio s'est formé. Voilà. Ce fameux trio, moi personnellement, qui a bercé mon enfance. J'ai découvert la Formule 1, du coup, avec Christophe, vous et Jean-Louis. On avait d'ailleurs eu en plus en podcast. Ce rôle, il vous a plu, mais qu'est-ce que vous faisiez réellement sur les week-ends de course? Vous alliez dans les paddocks, vous rencontriez les pilotes? Je faisais comme font tous les gens. Le jeudi, on allait en salle de presse où on récupérait. On passait la journée à boire un thé, un café, manger chez l'un, manger chez l'autre, aller au renseignement, que ce soit Jean-Louis, Christophe ou moi, et puis en F1, vous avez le jeudi ou après chaque essai, le compte-rendu, c'est-à-dire ce mec-là, il avait plus de temps. On a tout. Nous, c'était moins facile qu'aujourd'hui parce qu'on avait un petit écran et rien d'autre. Aujourd'hui, ils ont Aujourd'hui, il y a tout. Ils ont le son, ils ont plein de choses. Mais c'était, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on avait des rapports très bien avec les pilotes puisqu'ils me connaissaient encore. Et donc, on avait des relations privilégiées. Et donc, on faisait un boulot pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé Christophe. Son boulot, son approche du boulot. Jean-Louis, c'est la Bible, donc c'était parfait. On avait un mec qui savait de quoi il parlait. Elle était comment votre relation avec Jean-Louis Moncey? Elle est très bonne, on se voit tout le temps. Et... Non, c'est un mec bien. Il connaissait bien. L'avantage, c'est d'avoir quelqu'un comme Jean-Louis qui connaît très bien toutes les histoires et ce sport. Sans me vanter, quand on courait avec Alain, j'ai à bout de ça, Johnny Rive, Jean-Louis Moncey, les radios françaises qui étaient sur les Grands Prix, il n'y en avait pas 50. On déjeunait, on dînait souvent avec eux. Donc, ils avaient des rapports avec nous on prend pas beaucoup de journalistes aujourd'hui sur la F1. On dînait avec eux le samedi soir ou le machin et on racontait ce que s'était passé de nos essais. Donc, ils étaient au courant, pour ainsi dire, de tout ce qu'on faisait. Ils n'en parlaient pas tout le temps, mais il y a des choses qu'ils pouvaient dire, d'autres pas. Mais on en parlait, quoi. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas. Je demanderai à Margot. Faudra demander. Une des réactions, alors vous avez été très connu aussi pour certaines réactions, déclarations et certaines bourdes aussi en direct. Pas des bourdes? Non, pas des bourdes. Il y a eu la réaction, notamment l'accident entre Schumacher et Villeneuve à Jerez en 97. Ah oui. Vous aviez un petit parti pris sur ce duel, comment on se positionne? Je me suis positionné du côté de Jacques parce que Schumacher, respect à ce mec-là qui est un pilote extraordinaire. Il était coutumier du fait. En Adélaïde, il avait viré Damonil, alors que Damonil, le voit ralenti, il se dit il a eu un problème. Il n'avait pas vu qu'il avait tapé dans le virage parce qu'il n'avait pas la visibilité. Et là, il arrive à côté, il l'a jeté. Alors peut-être qu'il n'a pas fait exprès, d'accord. Ce qu'il a fait à Monaco, alors qu'il a la pole, de s'arrêter en pleine. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Quoi. Je veux dire, c'est pas sportif et c'est un peu agaçant. Et après, avec Villeneuve, moi, je connaissais bien Jacques aussi pour plein de raisons. Jacques, je l'ai connu, il était haut comme ça avec sa maman et sa sœur. Et j'ai vu la manœuvre arriver et j'ai dit, il a eu de la chance que lui est reparti. Et c'est en dehors du fait que c'était un mec formidable, très agréable à fréquenter, peu bavard dans les stands. Il ne s'arrêtait pas pour vous dire bonjour, parce que quand ces gens-là s'arrêtent comme Hamilton aujourd'hui ou Verstappen, il y a des gens tout autour des journalistes qui arrivent, donc ils perdent leur temps. Donc,
Soit ils font un petit signe, soit ils font rien. On dit, tiens, il me boude aujourd'hui, mais pas du tout. C'est que ils regardent pas. Ils sont concentrés. Ils sont concentrés sur leur truc et voilà. Mais c'est un mec bien, mais j'étais content, ouais, ça me faisait marrer. Pour Jacques, en plus, premier Bah oui, titre, bien sûr, bien sûr. ça fait plaisir. Ouais, c'était mérité en plus. À cette époque, c'est quoi vos meilleurs souvenirs? Vous avez quand même eu la chance de commenter donc la période Schumacher, Alonso, Montoya, Raikkonen. Il y a eu l'arrivée de Hamilton, Vettel, Massa, Weber, Button. Enfin, Ouais, tout il y a le eu monde. une belle période. Vous avez eu la chance de commenter, moi, ce que je considère comme la génération en or. Ouais. Comment vous l'avez vécu, pardon, et qu'est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous a marqué de cette période? Ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait un rapport avec ces gens-là comme si c'était de la famille. Le soir, on se voyait avec Button, tout ça, on sortait, on faisait avec tous les pilotes. Quoi. Ils étaient assez amusants tous, sauf quelques-uns. Mais, Ah, lesquels? On veut les noms. Qui étaient les moins marrants? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'ai eu aucun problème avec aucun des pilotes. Je me souviens d'avoir un peu gueulé auprès d'un pilote à Monaco qui se traînait. Il a été touché. Je me suis excusé et j'ai dit oui, mais j'ai parlé trop vite. Quoi. Ça arrive. À cette époque, il y a l'arrivée de Hamilton, Vettel, tous ces jeunes pilotes qui ont marqué après l'histoire du sport. Quand eux, ils arrivent, est-ce que vous l'aviez senti? Est-ce que ça se voyait qu'ils étaient justement si talentueux? Hamilton, ça se voyait parce qu'il court en F2 avant les Grands Prix. Donc, on matait la course tout le En temps. GP2, ouais. Il a tombé tout le monde. Donc, il est arrivé en F1. On savait que s'il avait une bonne voiture, qu'il marcherait bien. Vettel, au début, on était un peu... Finalement, il s'avérait que c'était un très grand pilote. Au début, j'aurais moins parié sur lui que sur Hamilton. Ok. Puis il y en a eu plein. Button, c'est un mec charmant. Il y a eu Montoya. Ils avaient des caractères encore. C'était l'époque de la transition qui était pas mal. Il y avait encore des pilotes avec Ouais, beaucoup de caractère. Voilà. Là, aujourd'hui, maintenant, les pilotes sont un peu plus jeunes. Quand on voit Barrichello et Schumacher en Autriche, je crois, où Schumacher demande à son équipe de dire à Rubens. Rubens, ralentis, il faut que pour laisser passer. Pour des championships. Moi, tu me dis ça, je te dis, tiens, va te faire voir, mon pote. Je vais pas ralentir sûrement pas. À cette époque aussi, la Formule 1, elle était dirigée par Bernie Ecclestone. Ah oui. Moi, j'adore ce mec-là. Comment il était? Je veux bien avoir votre avis sur Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, c'est un mec qui a apporté toute la Formule 1 sur ses épaules dans les années 70-80. Il a fait le championnat, il a fait les règlements, il a tout fait. C'était un mec qui avait de la parole, à présent, mais je ne l'ai pas connu dans les... On se voyait, on parlait ensemble, mais je ne m'intéressais pas du tout à ce qu'il faisait dans la vie. Mais c'est un mec extraordinaire. Regardez, il a 97 ans, il a un enfant de 6 ans ou 7 ans, c'est un dingue. Il était investi pour les pilotes à son époque? Il était investi beaucoup dans les teams. Quand un team avait une difficulté financière, il donnait un coup de main au team. Moi, il ne m'a jamais donné de coup de main pour me payer en F1. Mais il était sympa, il écoutait les pilotes. C'était pas un mec au-dessus du lot et qui nous considérait. Et je crois qu'il avait beaucoup de considération pour nous. J'aimerais revenir sur un des moments marquants, moi, de la période TF1. C'est le titre de Massa en 2008. Ah oui, c'est drôle. Avec le Grand Prix du Brésil. C'est formidable. Comment vous l'avez vécu? Parce que je me souviens qu'à l'époque, aux commentaires, c'était la panique. Vous n'aviez pas vu, on n'avait pas vu que Hamilton avait doublé Timo Glock. Personne ne l'a vu parce que c'était pas filmé. C'était pas filmé. Comment vous l'avez vécu, vous, ce titre, dans le dernier virage de la dernière saison J'ai été très triste pour Massa, qui méritait d'être champion du monde, à mon avis. Okay. Et puis la déception de ce mec-là, moi je me mets à sa place. Tu passes la ligne, tout le monde dit tu es champion du monde, c'est ton rêve de jeune pilote de ta vie. Et 2 secondes après, on dit ah non, c'est Gouré, c'est Hamilton qui était champion. Oui. Ferrari n'a pas gagné de titre depuis 2007. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Ferrari doit faire pour espérer regagner un titre? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Malheureusement, je ne suis pas assez technique pour vous répondre là-dessus. Okay. Mais la réalité, c'est que c'est une équipe très, très, très difficile à diriger parce que vous avez la presse, quand ça ne va pas, qui vous massacre. Quand ça va bien, vous êtes les meilleurs du monde. Ils ont eu de la chance puisque le petit Leclerc a gagné à Monaco. Il a gagné Monza, c'est les circuits les plus importants pour Ferrari. Donc, heureusement qu'il y a ça, mais c'est très étonnant, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller au bout des choses. Je ne sais pas. Ils ont été champions il y a combien de temps? C'était en 2007, donc ça fait quoi? Ça fait 18 ans. Non, 18 ans, ouais. 18 ans maintenant. Est-ce que c'est plus dur de gagner un titre avec la Scuderia Ferrari que n'importe quelle autre équipe?
C'est pas pareil. Je pense que l'écurie Ferrari, c'est une écurie européenne. Mhm. Les autres, les Anglais, sont déjà à part. Mais moi, je crois que Ferrari, c'est tout ce qu'il y a autour qui est gênant pour Ferrari. Il faut avoir les bons ingénieurs. Par exemple, un type comme Newey, il aurait pu aller chez Ferrari. Il est Mhm. parti chez Chez Aston. Aston. On verra d'ailleurs l'année Ce que prochaine ça va si ça donner. marche mieux. En tout cas, on s'est aperçu cette année que, étant parti de chez Red Bull, Verstappen et ses années ont eu beaucoup de mal à revenir au plus haut niveau. Ils l'ont fait, ce qui prouve, surtout grâce à Verstappen, je pense qu'il est au-dessus du lot en Formule 1 des autres. Mhm. Mais Ferrari, oui, ça a toujours questionné les gens. Pourquoi ils ont les moyens, ils ont les pilotes, et il y a toujours une merde. Peut-être un problème à la direction aussi. Oui, moi j'ai connu les mecs qui s'occupent du team. Par exemple, Vasseur, c'est un mec bien, qui connaît son boulot et il a du mal aussi. Mhm. Alors pourtant, c'est pas un crétin, quoi. Je veux dire, le mec, il sait ce qu'il fait. Avant, il y avait, comment il s'appelait, Binotto, je sais plus comment. Ouais, Binotto, il y a eu Di Montezemolo, il y a eu Maciacci, Arriva Bene, et ça l'a pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu une période de Schumacher qui a eu une équipe Ross Brawn, Jean Todt, Ah bah, c'est clair. Hein. l'ingénieur, l'équipe était vraiment Au top. au-dessus du lot. Bah, au-dessus du lot, mais comme Ross Brawn était un peu comme Newey, c'est les ingénieurs, quand ils sont dans une équipe, ils font avancer la voiture. Mhm. En plus, quand il y a un pilote talentueux comme Schumacher ou comme Verstappen, qui arrive à faire si la voiture, elle vaut une 10 au tour, et qu'il faut faire une 9, ils arrivent à faire une 9. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, je dis souvent, la voiture, elle vaut une 20, il ne faut pas faire une 19, tu te plantes. Ben, ces mecs-là, ils arrivent à être pile poil. être pile poil. C'est pas mal. C'est beaucoup grâce à eux. En 2012, Canal+, du coup, rachète les droits. Ah oui. Fin de la Formule 1 sur TF1. Vous auriez aimé continuer sur Canal+, au commentary Ouais. Mhm. Ouais, Ça s'est ouais. pas produit, malheureusement. De toute façon, je crois que Canal ne voulait pas d'un mec qui travaillait à TF1 à ce niveau-là. Mais ça m'a pas emmerdé plus que ça. Après, j'ai Mhm. travaillé un peu avec Eurosport. Ce qui a été le plus triste pour moi de TF1, c'est que je pleure pas. Hein. C'est qu'il n'y a personne de la direction, des gens qu'on connaissait, de Lelay à Moujotte et au nouveau patron qui était là. On n'a pas été prévenus rien du tout, on savait, mais il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai fait 17 ans de bons et loyaux services à TF1 en écoutant les ordres et tout ça, qui n'est pas un petit mot de tiens, Jacques, bonne chance pour la suite. Voilà, on n'avait pas les moyens d'aller plus loin, peu importe. Un petit mot en disant merci, ou seulement merci. Ça a été une rupture sec. Ouais, c'est pas très sympa, ça, je trouve. Mais ils sont coutumiers du fait. Hein. Bon, maintenant, la F1, c'est à la maison, sur Canal+, du coup, on regarde Margot. Et Non, ensuite, je la ça regarde pas. La regarde pas, du coup Elle parle trop vite. Non, mais du coup, vous suivez quand même un petit peu encore la Elle est Formule 1. formidable. Elle est formidable, bien évidemment. Les gens n'arrêtent pas de me parler d'elle. On parle plus de moi. On dit, votre fille est formidable. Ah, le nom, maintenant, n'est plus à Jacques, mais et à moi, Margot. quand je signe des autographes, je suis toujours très content. Je dis, tiens, il y a un jeune qui me connaît. On se souvient de moi. Et on se souvient, puis le mec, il me dit, vous pouvez mettre, c'est pour mon grand-père. Alors, je suis vachement content. Chacun sa génération, maintenant. Je suis d'accord. Eh oui. Non, mais du coup, oui, donc vous suivez un petit peu quand même la Formule 1. Qu'est-ce qu'on je la pense suis tout le temps. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cette saison rapidement? Ça se joue entre les deux McLaren, entre Lando Norris et Piastri. J'aurais mis un billet sur Piastri. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que les Anglais, ils aimeraient bien que ça soit Lando qui gagne. Alors, il faut se méfier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. On a un petit prono pour la fin de saison. On tourne ça, on est le 9 octobre. On est avant le quota. Un petit prono entre les deux. Où il y a Max aussi. Max est toujours là. Non, Max, il ne peut pas. Max, il peut gagner toutes les courses, mais les autres vont marquer des points. Mm-hmm. Ils ont tellement d'avance qu'il est rattrapable pour moi. Il ne peut pas être champion du monde. Qu'il le soit, ça serait formidable. Pourquoi pas, mais il faut vraiment dans des circonstances. Mais enfin, comme il a été champion du monde la première fois, il peut espérer avoir un Max est l'un des... Est-ce que Max, d'ailleurs, est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire? C'est compliqué, quand on me pose toujours ces questions, de comparer les pilotes de 1980 à ceux de 2010, 2020, 2025. Tout est différent. On sait que c'est un super pilote. Et je pense que Max, il aurait été il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en Formule 1, il aurait été très bon aussi. Mm-hmm. Mais c'est compliqué, quoi. On ne peut pas juger les différentes générations. C'est pas possible. Je vais vous donner la tablette. Vous avez 5 images dessus. Faites gaffe, si à chaque fois je prends une tablette, je la ferme. Mais non, hop là. Alors. 5 images dessus. Le drapeau américain. Mm-hmm.
Après la victoire en Suède, après la victoire de Prost, à mon avis, c'est Prost, là. C'est Alain, ouais. Victoire en 85. Après ça, là, c'est qu'est-ce qui pêche? Je ne sais pas qui c'est. Un beau poisson, hein. Et la Ah, dernière? c'est une merde, c'est une carpe. Et la dernière, c'est quoi en bas à droite? Je vois pas ce que c'est. Pour vous aider, c'est quelqu'un qui aide à gravir une montagne, donc c'est quelqu'un qui aide à monter en puissance. Jacques, il me faut 3 images. Derrière ces images, il y a une question chacune. Je vous laisse commencer. Eh ben, les 3, c'est ma victoire en Suède, Ok. la première victoire. Première question, on va faire ça dans un premier temps. La question, Jacques, c'est quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre carrière? C'est de mes enfants. Mes enfants? Tous mes enfants. La famille, c'est quelque La chose famille, d'important c'est ce du qu'il y a coup de plus pour vous? important pour moi. C'était un équilibre justement dans la carrière? Vous savez, quand je courais à l'époque, je rentrais souvent le dimanche, je me démerdais pour trouver un avion tard le soir et me faire suer dans les embouteillages pour pouvoir être le lundi avec les enfants ou le mardi, enfin, passer le plus de temps possible. Avec la chance que j'avais, c'est que ne faisant peu de choses à côté de ça, quand j'étais là tout le temps. Mais bon, mais pour la famille, pour moi, c'est... Oui. Ça permettait de sortir de l'aspect sport automobile? Ouais, puis moi, on était 6 enfants dans ma famille. Là, j'en ai 5. Je me suis loupé, j'aurais pu en faire un autre, mais je ne sais pas avec qui. Une 3e femme, peut-être. Enfin, je n'ai pas trouvé. Deuxième question, deuxième image, Jacques. Moi, j'aime bien la pêche. Ah, ça me fait plaisir. Non, parce que, comme je dis toujours, pourquoi vous ne pêchez pas en mer? Je dis parce que mon père n'avait pas de bateau. Ok. Nous, on peut pêcher au bord de mer, sur les digues. Ouais, mais il faut déjà aller en vacances au bord de la mer. C'est vrai. La question, Jacques, c'était... Donc, moi aussi, je suis un grand fan de pêche. Quelle est votre plus grosse prise? Quel est le plus gros poisson que vous ayez pêché? Des poissons qui font 50 kilos. Ok. Qui sont très beaux à... Comment ça s'appelle? Bon, déjà, pêche en mer ou pêche en eau mer, douce? Pêche en rivière, en lac. J'ai pris une truite de 8,5 kg en Argentine. Pas une fario, c'est une vraie truite. Oh ouais, mais en Argentine, elles sont dopées, les truites. Enfin, le mec avec qui j'étais, ça fait 20 ans que il n'a jamais vu une truite Bah aussi oui, grosse. une truite de 8 kilos. Parce que je ne suis pas arrivé avant. Ok. Et donc en mer, gros poisson? En mer, j'ai très peu pêché parce que on part en bateau quand on est dans les îles. On est plusieurs et les gens n'y connaissent rien. Alors, à 4 heures de l'année, je voyais des oiseaux qui étaient au-dessus de l'eau, signalant qu'il y avait un banc de poissons, donc il y aurait certainement des gros. Et le mec rentrait. Il dit, attendez, vous n'allez pas rentrer maintenant alors que la pêche commence, ça fait 4 heures, je m'emmerde. Donc il a appelé le capitaine et ils ont dit, restez en mer. Incroyable. Et on n'a rien pris. Vous pêchiez souvent pendant les saisons de Formule 1? Quand j'étais en F1, je pêchais. Il y a beaucoup de grands prix que j'ai gagnés, c'est en Suède, en Argentine, au Brésil. Les pays où il y a du poisson. Où il y a du poisson, où je pêche surtout. C'est ça l'important. En Suède, je pêchais tous les soirs à la mouche sur un petit lac à côté du circuit. Dans les petits cours d'eau. Parfait. Moi, j'adore la pêche, de toute façon. Allez, dernière question. Il reste encore 3 images. On a les États-Unis, on a Alain Prost et on a la personne qui aide à monter. C'est un montagnard, qui sait. On prend la dernière image? Oui. La question, c'est est-ce que vous avez une personne qui vous a inspiré dans votre carrière ou un mentor? Alors, je vais vous dire, qui m'a inspiré, c'est mon casque est vert, parce que quand je m'intéressais, je regardais les courses comme ça, on parlait de Jim Clark, de Jackie Stewart, qui avait le drapeau écossais autour de son casque. Moi, j'ai mis le trophée Winfield, les gens qui m'ont permis de conduire, et la couleur, enfin, un peu mitigée. J'aimais beaucoup Jochen Rindt aussi. Donc, c'est un mitigé toutes ces couleurs, et c'est un vert. J'adore le vert. J'aurais dû mettre un polo vert, d'ailleurs, mais tant pis. Il y a le petit logo Lacoste, ça va. Voilà, bon, c'est bon. Donc, du coup, les pilotes de l'époque, pilotes des années 60-70, vous ont beaucoup inspiré dans votre carrière? C'est des génies, ces mecs-là. Parce que le danger qu'il y avait quand vous voyez les voitures qui conduisaient, il y avait un mort très régulièrement. Des brûlés. Ouais, ça m'a inspiré. J'avais quand même 25 ans, donc je m'intéressais pas beaucoup à l'automobile, je lisais pas beaucoup, mais je connaissais, j'avais été au Mans, j'avais fait pas mal de choses. Jacques, on va terminer avec la dernière partie de cette Cool Room. On arrive quasiment à la fin, c'est le en un mot. J'ai une dizaine de questions à laquelle vous répondez avec un seul mot. Ouais, ça va être facile. S'il y a une question que vous ne le sentez pas ou que vous voulez passer, vous avez un joker. Un seul. Un seul. Okay. On est bon? Est-ce que vous êtes prêt, Jacques? Il est. 3, 2, 1. Quel était votre circuit préféré en Formule 1? Le Nürburgring. La meilleure voiture que vous avez pu rouler dans votre carrière? La JS 17 en 81. Votre artiste musical préféré? Comment il s'appelle? Elvis Presley.
Une passion préférée hormis la pêche. Il m'en faut une. Les filles. Votre plus gros défaut. Euh, Les filles. non, je suis nonchalant. Ok. Gagner au Mans ou gagner un championnat du monde de Formule 1. Les deux. Un circuit que vous n'avez jamais roulé, mais que vous auriez aimé rouler. En Malaisie, Un pilote avec qui vous auriez aimé être coéquipier. Dur. non, le plus vite, Schumacher. Votre meilleur ami dans le paddock de Formule 1. Claire Gazzoni. Et plutôt golf ou tennis. Les deux. J'aime bien la réponse. Les deux, c'est pratique. Et je faisais les deux. Hein. Ouais, mais ici, Vous on doit savez, choisir. Jacques, là- demain, si Ah, on faut doit faire- choisir. Eh Demain ben, après-midi, on va au golf ou au tennis? Au golf. Ok, au golf. Ça me va. Merci beaucoup, Jacques. On a fait le tour de cette cool room passionnante. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir un petit peu raconté Je cette suis carrière. épuisé, hein, c'est long. Hein. C'est long? Ah, c'est pas facile, hein? C'est plus dur que faire une course. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Merci, Jacques, d'avoir été présent. Merci à bientôt. beaucoup, j'étais ravi. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de streaming si ce podcast vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Merci à Odoo de nous avoir aidés sur la préparation et la réalisation de cet épisode. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine Cool Room. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.